Bonjour tout le monde, good morning everyone. On va commencer. On va faire un peu de biologie. C'est pas de la gynéco. Donc, le docteur Daoud, et il va nous présenter le spermogramme automatisé, le spermogramme classique. Ça m'a On vous écoute patiemment, impatiemment. Merci. Alors, merci, Dr. Chili. Bonjour à tous. Donc, comme ça a été annoncé, aujourd'hui, je vais vous parler du spermogramme. Malgré son caractère basique, le spermogramme suscite toujours des controverses. Et la controverse d'aujourd'hui, ça va être à propos de l'automatisation de l'analyse du sperme. Quelle place dans le laboratoire de spermiologie à l'heure actuelle? Donc, tout d'abord, j'aimerais bien commencer par étayer pourquoi, tout d'abord, une analyse automatisée du sperme, quel serait le motif qui va nous orienter vers l'automatisation? Pourquoi ne pas se contenter de l'analyse manuelle? Donc, en fait, le spermogramme, comme vous le savez, c'est l'examen clé de l'analyse de l'exploration de la fertilité du couple, et son résultat va impacter de façon significative la prise en charge du couple. Donc, l'enjeu est important, et du coup, l'OMS a essayé de cadrer et d'harmoniser les pratiques dans ce sens-là par l'élaboration de manuels de bonnes pratiques, les références de l'OMS. Donc, actuellement, on est à la 6e édition, celle de 2021. Donc, le spermogramme est un examen simple, réputé être simple, mais en fait, il est composé de plusieurs étapes, comme vous le voyez, et selon un ordre bien spécifié. Et tout ça, ça prend du temps au laboratoire, et on estime le temps, il peut aller jusqu'à 1h15, 1h20, voire 1h30 selon le type de sperme. Donc, qui dit plus d'étapes, dit plus de possibilités de faire des fautes, et fautes ou erreurs, donc ça, c'est une source de variabilité. Donc, cette imprécision autour des résultats du spermogramme a été étudiée. On a essayé de comprendre le pourquoi de cette imprécision, de cette variabilité. En fait, la première problématique, c'est le manque de standardisation des pratiques, et ça, c'est une constatation internationale, aussi bien dans les pays développés que les pays moins développés. Et d'ailleurs, en Tunisie, selon une enquête qu'on a menée auprès de laboratoires de ville, on constate que uniquement 14% des laboratoires respectent à 100% les recommandations de l'OMS. Donc, il y a également un manque de formation et d'organisation de contrôle de qualité interne et externe au sein de ces laboratoires. On rajoute à ceci la spécificité du spermogramme qui est de caractère subjectif, donc le facteur humain est très important, et qui dit subjectivité, dit variabilité malheureusement intra- et interopérateur. Même le technicien, il peut ne pas avoir la même analyse pour un même échantillon à 2 reprises. Donc, rajoutons à ceci les controverses autour des normes de l'OMS quant à leur pertinence clinique. Donc, tout ceci peut nous mener malheureusement à des erreurs de prise de décision, à des erreurs de prise en charge des couples. Donc, on a essayé de comprendre les causes de ces erreurs, étape par étape et paramètre par paramètre. Là, je résume les principales causes d'erreur qui sont les plus réputées pour les paramètres spermatiques. Pour tout ce qui est conditionnement du prélèvement, c'est surtout le délai d'abstinence qui peut avoir de l'impact. Pour la concentration, la mobilité et la morphologie, donc il y a des facteurs communs, des causes d'erreur communes. C'est surtout le manque de formation, le manque d'expérience ou bien le changement d'opérateur. Parfois, les techniciens tournent sur la paillasse et font plusieurs choses à la fois. Pour la concentration, je rajoute à ceci le changement de chambre de comptage et les erreurs d'échantillonnage. Les erreurs d'échantillonnage, c'est en rapport avec un nombre insuffisant de spermatozoïdes analysés. Donc ça augmente la variabilité des résultats. Pour la mobilité, c'est surtout la subjectivité de l'analyse. La température, donc normalement ça doit être réalisé à 37, mais ce n'est pas toujours garanti. Pour la morphologie, là encore, c'est beaucoup de subjectivité qui peut induire des erreurs de classification et rajoutons à ceci les erreurs d'échantillonnage, pareil comme pour la concentration. Donc plus on analyse de spermatozoïdes, mieux la précision est. Donc, comme vous l'avez vu sur cette liste, le facteur humain, il est omniprésent.
Donc, ceci a fait tourner le regard vers l'automatisation comme une possible solution miracle à ce problème-là. Donc, avant de comparer, j'aimerais bien expliquer un petit peu c'est quoi l'analyse automatisée pour ceux qui ne le connaissent pas très bien. Donc, c'est bien sûr les systèmes CASA pour Computer Aided Sperm Analysis. Donc, ce sont des systèmes assez anciens, ce n'est pas très récent. Depuis les années 80, ça a fait son entrée sur le marché, initialement en milieu vétérinaire. Puis, donc, petit à petit, ça a été introduit pour le sperme humain parce que c'est plus complexe à analyser. Donc, le principe de base n'a pas changé beaucoup depuis les années 80, mais c'est surtout, on travaille surtout sur les programmes et les logiciels d'analyse qui sont associés. Donc, généralement, il est formé par un poste de microscope qui est couplé à une caméra vidéo, donc ce qu'on appelle la vidéomicroscopie. Et puis, donc, on a le tout. Il est connecté à un ordinateur qui contient un logiciel d'analyse d'images. Et le principe, c'est tout simplement l'acquisition de plusieurs images. Et donc, on va pouvoir tracer le trajet d'un spermatozoïde d'un point A à un point B. Ça va nous permettre de déterminer avec une grande précision sa vitesse. On va également faire le comptage et on va pouvoir également analyser d'autres paramètres comme la morphologie. Donc, je ne sais pas comment revenir à la diapo précédente. Est-ce que je peux revenir à la diapo précédente, s'il vous plaît? Comment retourner en arrière? Enfin, non. Donc, juste un mot sur comment, donc, à part le système, on travaille avec des lames spéciales qu'on appelle les chambres de comptage. J'aimerais bien en parler parce qu'on va parler de ça dans les résultats. En fait, on n'utilise pas les lames habituelles, qu'on dépose une goutte, puis on recouvre avec une lamelle. On utilise des lames spéciales dédiées pour le CASA. Les plus connues sont les lames, les JAC, comme vous les voyez, qui comportent généralement plusieurs chambres de comptage. Là, vous voyez 4. Donc, il suffit de déposer une goutte de sperme au niveau donc, de la partie proximale où vous voyez donc, A, pointé sur A, et puis ça va diffuser et tout simplement mettre sous l'objectif du microscope. Donc, en plus des paramètres classiques de la mobilité, donc la mobilité rapide, lent et sur place, le système CASA a la particularité de pouvoir analyser ce qu'on appelle la cinétique des spermatozoïdes. Donc les paramètres du mouvement du spermatozoïde, il y a plusieurs donc, paramètres. Je cite quelques-uns, la VCL, donc la vitesse curvilinéaire, la VSL, donc la vitesse de progression linéaire en bleu, l'ALH, l'amplitude de déplacement latéral de la tête et bien d'autres. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce sont des paramètres qui ont de l'importance dans certains cas particuliers de pathologies liées à la mobilité, comme par exemple les dyskinésies ciliaires. Également, pour déterminer, il y a le test d'hyperactivation des spermatozoïdes, là également, donc ça va permettre, c'est impossible à déterminer à l'œil humain, donc c'est un calcul à faire avec le système CASA qui va nous permettre de comptabiliser le nombre de spermatozoïdes hyperactivés, et ça c'est important en clinique selon certaines études. Également, c'est important pour la recherche, pour comprendre les mécanismes physiopathologiques dans certains cas particuliers, mais malheureusement, à l'heure actuelle, on n'a pas encore de normes de référence, de normalité pour ces paramètres-là, donc leur intérêt, il reste limité à des cas spécifiques. Donc, quels sont les types de systèmes CASA disponibles? Comme vous voyez, il y a une longue liste, il y a plusieurs fabricants, plusieurs marques sur le marché. Il y a le SCA qui est très connu, les systèmes de Hamilton, Ceros et Ivos. Il y a le SQA Vision, donc ça, il entre en force dans le marché. Et il y a tout récemment le Lenshook. Donc ce sont ceux dont je vais un peu parler avec plus de détails. Mais il y a beaucoup d'autres. Certains sont validés, il y a des publications bien documentées, d'autres non. Et la liste ne cesse de s'allonger. Et d'ailleurs, pour un même système, on peut avoir plusieurs versions, plusieurs éditions, parce que parfois, on apporte des améliorations. Donc, quelques illustrations de certains systèmes CASA. Donc là, c'est juste pour montrer que le principe n'est pas toujours identique. Par exemple, pour les systèmes SCA et Ceros-Ivos de Hamilton, c'est la vidéomicroscopie, donc c'est l'analyse d'images. Alors que pour les systèmes SQA, les Sperm Quality Analyzer, il y a un autre principe basé sur la technologie de l'électro-optique.
C'est quoi l'électro-optique? Donc pour les SQA, en fait, on a les deux. On a la vidéomicroscopie pour l'analyse de la morphologie et de la fragmentation de l'ADN, ça c'est un plus. Et pour la concentration et la mobilité, l'innovation, c'était d'utiliser la densité optique. Donc, il y a un capillaire spécial qu'on remplit avec le sperme sans dilution, qu'on va introduire dans le système et qui va être donc traversé par un flux, un faisceau lumineux, et puis on va capter la densité optique. Et cette densité optique, selon la richesse en spermatozoïdes et également selon leur mobilité, elle va être traduite en signal de densité optique, et ce signal de densité optique va être transformé en information quantitative, concentration et mobilité. Donc ça, c'était l'innovation d'utiliser la spectrophotométrie pour déterminer la concentration et la mobilité des spermatozoïdes. Bon, bien sûr, donc c'est très fiable, et c'est même plus fiable que la vidéomicroscopie pour la concentration et la mobilité, selon les études. Mais pour l'analyse de la morphologie, donc c'est une analyse qui est assez peu automatisée, parce qu'il faut toujours l'intervention de l'opérateur. Il faut qu'il intervienne pour mettre la lame, pour sélectionner les champs, pour corriger certaines lectures. Donc ce n'est pas du 100% automatisé. Également, il y a un autre X, c'est par rapport au volume, qui est assez important pour l'analyse. Donc, on est sur 500 microlitres au moins, donc c'est 0,5 ml, ça c'est important comme volume. Donc, ça peut poser un problème lorsqu'on a un sperme de faible volume, ou bien si on a une TMS ou une spermoculture à faire derrière. Donc, un autre système innovateur, le système Lens-Hook. Donc, ça c'est une fabrication taïwanaise. Il commence également à avoir de la réputation. Il offre plusieurs avantages. Tout d'abord, c'est un système compact, il n'est pas très encombrant. Utilisation facile, il y a des cassettes où il suffit de mettre 2 gouttes de sperme, chacune de 20 microlitres. Donc le tout 40 microlitres, c'est trop peu, c'est très bien. Et puis, l'analyse, elle est très rapide. Donc, en 2 à 5 minutes, selon les fabricants, on peut avoir tous les paramètres analysés. pH, concentration, mobilité et morphologie. Et ça, c'est assez intéressant parce qu'avec les autres types de systèmes, l'analyse, elle prend beaucoup plus de temps. C'est aux alentours de 40-45 minutes. Donc, notamment si on associe la morphologie avec la méthode semi-automatisée. Donc là, c'est un gain énorme de temps. 5 minutes, on aura tous les paramètres spermatiques. Donc les études de validation montrent qu'il est très très performant pour la concentration et la mobilité, mais là encore, malheureusement, ce n'est pas toujours au top pour la morphologie. Donc, les avantages, il y en a beaucoup pour le système CASA. Bon, tout d'abord, c'est l'objectivité. Ça, c'est le principal avantage. Le caractère, ou plutôt le facteur humain est complètement éliminé, bon, partiellement éliminé. La rapidité également, les systèmes sont de plus en plus rapides. La simplification des procédures, parce qu'on a moins d'intervention des opérateurs. Et puis la puissance statistique, particulièrement pour le SQA, c'est des millions de spermatozoïdes analysés. Pour les autres systèmes, on peut faire quelques centaines, quelques milliers, mais avec le SQA, on peut faire des millions de spermatozoïdes qui peuvent être analysés en temps rapide. Donc, c'est énorme comme puissance statistique, et donc ça se traduit par une précision assez importante. Ça réduit bien sûr la variabilité inter- et intra-opérateur, ça c'est logique. Une meilleure traçabilité, tout est documenté, tout est chiffré, on peut tout stocker, on peut faire des enregistrements vidéo. C'est très bien également pour la formation, pour l'organisation de contrôle interne et externe de qualité. Et puis, donc, certains systèmes proposent d'autres tests supplémentaires, donc, comme la fragmentation de l'ADN, donc la réaction acrosomique, le test d'hyperactivation, les leucocytes, etc. Donc, il y a beaucoup de choses intéressantes. Un autre argument ou avantage qui est avancé par les fabricants, c'est que ça rajoute du prestige à votre laboratoire. Le fait de sortir un compte-rendu en 10 pages, avec des graphiques, des tableaux assez complexes. Donc ça impressionne et ça donne plus de valeur à votre travail. Les inconvénients, il y en a aussi. Le premier qui saute aux yeux, c'est bien sûr le prix. Donc, ce n'est pas la même chose qu'avec la méthode manuelle. C'est encombrant pour les systèmes par vidéomicroscopie, donc ça prend de la place à la paillasse. Et puis, il y a des difficultés toujours d'analyse pour les spermes un peu particuliers, ceux qui sont visqueux, oligo-extrêmes, riches en débris et en cellules rondes. Donc, tout ça, ça peut entraver la précision de la mesure. Et puis, on se pose bien sûr des questions sur la fiabilité. Justement, j'y arrive.
Donc la question qui nous intéresse, analyse automatisée ou manuelle, que choisir? Donc, il vous reste 1 minute. 1 minute? Oui. D'accord. Donc, sinon, on va rester jusqu'à 5 heures de l'après-midi. Donc, si je vous demande de choisir entre votre café traditionnel, café turc, ou une machine à capsule avec la promesse d'avoir le café en quelques secondes avec juste appuyer sur... Ah. Bon. Certains vont être catégoriques, c'est le café turc, d'autres vont être plutôt peut-être tentés et vont tout d'abord demander à tester le café. Est-ce que c'est aussi bon déjà, pour commencer? Justement, il y a beaucoup d'études qui ont essayé de comparer les deux. Donc, je vais les détailler paramètre par paramètre. Pour la concentration, on remarque que la corrélation est très forte, des coefficients de corrélation entre 0,8 et 0,9, donc c'est vraiment très, très beau à voir sur les graphiques. Là, c'est notre laboratoire également, on confirme cette forte corrélation. Mais il y a quelques constatations, c'est qu'on remarque que parfois il y a une surestimation par le système CASA de cette concentration. Donc, on a essayé de voir pourquoi cette surestimation. En fait, c'est dû à la reconnaissance erronée de spermatozoïdes, plutôt de débris et de cellules non spermatiques comme des spermatozoïdes. Et donc, ça va erroner, ça va donc, entraîner une surestimation du nombre de spermatozoïdes. Donc, il y a eu des recommandations pour contourner ce problème. Donc, on remarque, par exemple, pour les fortes concentrations, de faire des dilutions, et pour les faibles concentrations, plutôt d'opter pour la méthode manuelle. Également, il y a des systèmes qui proposent de nouveaux filtres qui vont permettre de masquer les débris et cellules non spermatiques, mais avec des fiabilités plus ou moins confirmées. Donc, également, le nombre de champs à analyser pour avoir une précision optimale, c'est aux alentours de 3 champs, c'est la recommandation. Également, il faut balayer la lame, donc faire un champ proximal, moyen et distal pour avoir une meilleure précision. Ça également, c'est une précision, c'est une recommandation. Pour la mobilité, donc également la même constatation, c'est très corrélé, les deux méthodes sont très corrélées. Mais on remarque parfois quelques surestimations et quelques sous-estimations. Donc, en fait, on parle de limites de l'œil humain qui est parfois incapable de discerner la mobilité rapide et lente. Donc là, on remet en question la méthode manuelle pour ce cas-là. Également, le problème des débris et cellules qui sont faussement reconnus, les mouvements de flux, etc. Mais avec une bonne maîtrise du système, on peut les contourner. Donc, également, on recommande de faire un nombre moyen de spermatozoïdes analysés entre 200 et 600 pour une précision optimale et de balayer 3 champs comme une moyenne, pas la peine de faire beaucoup de champs, donc 3 c'est un nombre assez satisfaisant. Pour la morphologie, malheureusement c'est l'inverse, donc ce n'est pas corrélé, il y a des différences significatives, il y a de faibles corrélations. Donc, comme vous voyez, donc certaines, sur le même système, on peut trouver des méthodes, des études qui trouvent une bonne corrélation et d'autres non. En fait, parce qu'il y a beaucoup de variabilité de méthodologie de ces études, et puis donc les pratiques ne sont pas les mêmes. Certains font une méthode semi-automatique et d'autres totalement automatisée, donc on aura beaucoup de mal à juger sur ces études-là. Et donc, que dit l'OMS? En fait, l'OMS, elle dit c'est très bien pour la concentration et la mobilité, c'est très fiable, mais moyennant quelques précautions que j'ai déjà citées, donc le nombre de spermatos, le nombre de champs, l'utilisation de lames adaptées. Pour la morphologie, ce n'est pas conseillé en pratique, en routine dans le laboratoire, donc c'est la méthode manuelle qui reste la référence. Et puis, il faut faire attention aux colorations qui peuvent interférer également avec la taille des spermatozoïdes pour l'analyse automatisée. Donc, je termine par conclure, monsieur. Donc, quelques critères pour pouvoir juger. Bon, pour la simplicité, bien sûr, c'est le CASA qui emporte. Pour la rapidité, c'est le CASA qui emporte. Pour le coût, donc c'est la méthode manuelle qui est la moins chère, ça c'est évident. Pour l'objectivité, c'est le CASA qui est le plus objectif de loin. Pour la nécessité d'un personnel entraîné, c'est une exigence pour les deux, même pour le CASA, mais ça reste on est plus exigeant avec la méthode manuelle. C'est plus difficile de former des techniciens pour la méthode manuelle. Et pour la fiabilité, bien sûr, par rapport au gold standard qui est la méthode manuelle, c'est bien pour la concentration et la mobilité, je reviens, c'est pas encore au top pour la morphologie.
Donc, je conclus par dire qu'il y a beaucoup d'avantages, mais qu'il y a des limites, desquelles le biologiste et le clinicien doivent être conscients, parce que vous allez recevoir des comptes rendus de spermogramme, donc vous devez être capable de dire est-ce que vraiment c'est fiable ce que je vois ou pas. Donc, si c'est 100% automatisé, il faut se poser des questions. Il est également recommandé dans les laboratoires à fort débit. Donc là, on va rentabiliser ce coût au long terme. Et puis, donc, je pense que c'est une question de temps pour avoir l'automatisation complète, vu les développements des technologies récentes, l'intelligence artificielle, le deep learning, le machine learning. Donc, je pense que dans le futur proche, on aura des machines 100% automatisées. Donc, on n'aura plus besoin de nos techniciens. Il faut chercher donc, un autre boulot pour eux. Et si je reviens à notre question, donc pour moi, pourquoi les deux? Pourquoi pas les deux? Mais j'insiste que c'est une décision qui revient au laboratoire selon ses perspectives, selon ses objectifs et selon sa réalité d'activité. Mais pas aux dépens de la qualité, bien sûr. La qualité du travail, elle doit être toujours une prérogative. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta brillante conférence et pour ta ponctualité. Mais nous, en tant que on doit retenir ce matin de tout ce que tu as dit. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Est-ce que vous avez retenu take home message à la maison. Est-ce que vous avez retenu la conclusion du mois? On a retenu le café. Ah. Oui. Donc, comme j'ai dit, si j'ai un message à transmettre aux cliniciens, donc il faut se poser la question pour la morphologie. Je vois beaucoup de comptes rendus donc, qui sortent de laboratoire avec une analyse de la morphologie avec le CASA. Attention, je ne sais pas comment ils font, mais si c'est 100% automatisé, là, on se pose des questions. Oui, on va prendre 2 questions dans la salle. Alors, si Mohamed... Oui. Donc, je vous remercie pour cette belle présentation. En fait, nous, en tant que cliniciens, on a besoin de savoir cette analyse automatisée, qu'est-ce qu'elle donne. Parce qu'on imagine que au moment de l'intelligence artificielle, on imagine que l'ordinateur, il donne mieux que l'être humain. Il ne s'énerve pas, il ne se fatigue pas, et puis on lui donne des éléments, surtout sur la morphologie. Voilà un spermatozoïde normal, voilà, si tu sors de ça, c'est un spermatozoïde anormal. Et on imagine qu'en morphologie, ça donne peut-être mieux que l'être humain. Bon, là, c'est vrai que, a priori, non, et ça ne donne pas une bonne idée sur la morphologie. Et là, ma question, est-ce que, devant la variabilité des spermogrammes d'un laboratoire à l'autre, d'un pays à l'autre, est-ce que vous conseillez plutôt de faire un spermogramme comme ça, qui donne une idée globale, et puis si on veut vraiment finaliser un spermogramme, il faut un laboratoire spécialisé en spermiologie. Justement, bon, si c'est juste pour un généraliste qui reçoit un couple pour la première fois, on peut accepter qu'il fasse donc une analyse sans vraiment avoir à choisir où la réaliser et quelles ont été les procédures faites pour la déterminer. Mais je pense que dans notre contexte particulier, donc en aide médicale à la procréation, la qualité du travail, elle est très importante. Donc, malheureusement, en Tunisie, on n'a pas de contrôle de qualité qui est imposé par la réglementation, par la loi. Et ça, on essaie toujours donc, de signaler le problème. On a organisé quelques contrôles externes, mais c'est insuffisant. Il faut que ça soit institutionnalisé pour que tous les laboratoires suivent, pour améliorer la qualité un peu partout. Le cas échéant, donc, c'est le clinicien qui doit savoir où donc, réaliser son spermogramme, malheureusement. Ça reste une évidence. Et puis pour le facteur humain, comme pour la lecture manuelle de la morphologie, malheureusement, malgré leur sophistication, les logiciels sont très puissants pour tout ce qui est taille et surface, mais lorsqu'on est devant la texture, la présence de vacuoles, la taille de l'acrosome, ça, il y a beaucoup d'insuffisance de reconnaissance, et donc malheureusement, l'œil humain est encore meilleur sur ce point. Mais je pense que c'est une question de temps, ça va arriver. Docteur Khrouf, dernière question, on n'a pas beaucoup de temps. Ok, merci beaucoup. Donc, merci, on a beaucoup appris avec vous. Mais ma remarque, vous avez dit, l'un des plus serait d'avoir ce fameux compte-rendu que l'on reçoit, un gros paquet comme ça. Moi, je le vois comme un inconvénient parce que c'est très anxiogène pour les patients de voir toutes ces images de spermatozoïdes, etc. Et en plus, ils ne nous apportent pas réellement, nous, cliniciens,
grand-chose. Hein. On finit par regarder la conclusion finalement. Et justement, pour rebondir sur cette morphologie qui fait la différence entre les deux, encore une fois, c'est très anxiogène cette morphologie pour les couples parce que quand ils vont dans les centres plutôt spécialisés de PMA, etc., ils se retrouvent avec des 0 et des 1%. Ils sont très anxieux, ils vont faire le spermogramme en ville, ils vont revenir avec 25%. Très contents pour dire voilà, ça s'est amélioré. Et tous les jours, on a des problèmes avec cette morphologie. Et alors que son pouvoir prédictif, quand elle est isolée pour la procréation naturelle, il est quand même remis en question. J'aimerais avoir votre commentaire sur ces problèmes que nous vivons de notre côté avec les patients, avec cette morphologie. Justement, on vit le même problème. Justement, on reçoit tout le temps des patients avec des spermogrammes faits ailleurs et ils sont choqués lorsqu'ils reçoivent nos chiffres. Mais oui, comme vous avez dit, donc, les paramètres spermatiques sont toujours remis en question quant à leur pertinence clinique, ça je l'ai déjà dit, mais ça reste quand même, ils gardent quand même sa place. Donc c'est indéniable. Pour le moment, du moins, on ne peut pas se passer de l'analyse des paramètres spermatiques. Pour la morphologie également, donc ça garde sa place. Si c'est comme vous avez dit, térato isolé, oui peut-être, donc ça ne va pas avoir un impact très important, mais ça garde sa place. Moi je pense que je suis de l'ancienne école et je pense que c'est toujours intéressant d'avoir un œil et même pas les formes typiques, parce que là, avec les CASA, c'est juste les formes typiques. Même les particularités des anomalies morphologiques, ça peut parfois nous orienter vers un diagnostic bien particulier. Donc oui, merci. Moi, j'apprécie la morphologie. Elle donne beaucoup d'informations. Merci, Dr Daoud. Donc, on va passer à la présentation suivante. J'invite le Dr Agina pour nous présenter le stress oxydant et infertilité masculine. Alors, je remercie mes amis et les gynécologues du bureau de l'STGO de nous avoir permis de cette session de la TME STGO. C'est une première, et j'espère que ça continue cette initiative. Bon, il y a 2 poids, 2 mesures, mais c'est bien d'avoir l'avis du biologiste qui travaille derrière, qui travaille sur le paillasse. Et je remercie mon ami de nous permettre de lever l'ambiguïté sur le spermogramme automatisé et le manuel. Alors, de ma part, je vais parler du stress oxydant et infertilité masculine. Alors, il faut savoir que la fragmentation de l'ADN est l'anomalie génétique la plus fréquente au niveau des spermatozoïdes éjaculés. Et c'est le sujet le plus débattu en 2021. Donc, elle a une part importante dans l'infertilité et elle mérite une exploration et une attention particulière. Pourquoi? Parce qu'on sait bien qu'il y a toujours un équilibre entre le pro et les antioxydants. Du moment que le pro-oxydant, le radicaux libre augmente dans le sperme, donc ces radicaux libres vont créer un déséquilibre. Donc il y a ce qu'on appelle un stress oxydatif. Ce stress oxydatif, il est engendré, comme vous le voyez, il y a 3 éléments essentiels. Il y a le radical hydroxyle, l'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène. Donc ces 3 éléments instables, on les appelle les dérivés actifs de l'oxygène, les espèces réactifs oxygénés ou le ROS. Le ROS, c'est une appellation anglophone. Donc, lorsqu'il augmente ces radicaux libres, il y aura ce qu'on appelle un état de stress oxydatif qui va altérer les spermatozoïdes à différents niveaux. Pourquoi ces spermatozoïdes constituent une cellule sensible aux dérivés actifs de l'oxygène? Tout simplement parce qu'il ne contient pas de cytoplasme, donc il n'y a pas ces organismes de défense. La transcription, elle est silencieuse. Et la membrane, surtout, elle est riche en acides gras polyinsaturés. Ces acides gras, ils sont la cible de ces dérivés actifs. Donc, ils vont se fixer sur cette membrane, ils vont altérer le spermatozoïde. Et à la fin, le spermatozoïde mature, il a une composante mitochondriale très importante et qui est très active. La mitochondrie, c'est la source de cette énergie spermatique et qui est un site privilégié pour le DAO.
Vous voyez cette image qui montre l'attaque de ces dérivés actifs de l'oxygène à deux niveaux, essentiellement. Au niveau de l'épididyme et au niveau du testicule. Au niveau de l'épididyme, c'est connu. C'est l'altération de l'ADN, c'est la fragmentation. Ça, c'est l'épididyme, le canal déférent et tout, les voies excrétrices, disons. Mais au niveau du testicule, il commence d'abord, il y a des signaux apoptotiques qui vont altérer les mitochondries. Et donc, lorsqu'on parle d'altération de la mitochondrie, c'est ce qu'on appelle des lésions de l'ADN mitochondrial. Cette lésion de l'ADN mitochondrial, elle entraîne des lisses cellulaires au cours de la division. Donc, il y a une lisse cellulaire, altération, le départ, c'est l'altération, la lisse cellulaire. Et il y a un élément important, c'est au cours de la spermiogenèse, le troisième schéma, il marche le pointeur. Le lait. Ah. Alors, vous voyez ici, au cours de la spermiogenèse, il y a le spermatozoïde, c'est une cellule particulière où les bases d'histone vont être remplacées par la protamine. Et la protamine, qu'est-ce qu'elle a pour rôle? Au cours de la spermiogenèse, elle permet de compacter l'ADN et de protéger cet ADN grâce à cette compaction. Et le ROS, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attaquer cette protamine. Donc, on aura une protamination déficiente et cette déficience de compaction de l'ADN entraîne la fragmentation de l'ADN. Alors, le site d'action de ces ROS, c'est surtout l'épididyme. Les testicules, c'est secondaire. L'épididyme, mais au niveau de la tête, les altérations sont minimes, mais c'est surtout au niveau de la queue et au niveau de l'ampoule déférent, là où se stocke le spermatozoïde. Donc, le site privilégié. Au niveau du testicule, c'est à l'occasion d'une apoptose, donc au cours de l'exposition à des toxiques, l'environnement, au cours de la chimio, où il y a altération au niveau du tube séminifère. Mais c'est surtout au niveau, ce qu'on peut garder, c'est au niveau de l'épididyme. Alors, ça, c'est un travail qui a été publié par Ashok Agarwal, où il y a une mise au point sur ce stress oxydatif. On a participé à ce travail. Donc, on voit la répartition de l'infertilité masculine dans le monde. Elle est importante au Middle East, en Afrique, elle est à 50% en Amérique. Et selon l'OMS, 2004, on a 180, ça c'est la plus ancienne, mais ce qui existe, 186 millions de couples infertiles, et les 50% représentent 93 millions, et on le subdivise en deux groupes, infertilité inexpliquée et idiopathique. L'inexpliqué, lorsque tout est normal. Alors, ça représente 30 à 40%, le stress oxydatif, il intervient dans 30 à 40%. Mais au niveau de l'idiopathique, c'est presque 80% de cas. Donc, au niveau de l'idiopathique, il y a le stress, il intervient à 80% de cas, ce qui est énorme. Alors, le stress oxydatif, pour le mesurer, c'est difficile. Mais certains laboratoires que je respecte, qui font c'est une molécule instable, c'est toujours difficile. Mais ce qu'on peut avoir indirectement, c'est l'impact de ce stress sur l'ADN, c'est la fragmentation. Donc, l'indication de cette fragmentation de l'ADN, il y a plusieurs indications. La varicocèle, le lien, il est certain, mais à partir du deuxième, troisième degré, où le lien, il est certain avec... Et la cure de varicocèle, elle va améliorer ce stress, l'indice de fragmentation. Autre, l'infertilité inexpliquée. Donc, dans le spermogramme normal, on trouve des valeurs élevées de la fragmentation de l'ADN. Et on peut dire, en cas d'infertilité inexpliquée, que le SDF, le stress DNA fragmentation, c'est un prédicteur indépendant du statut de l'infertilité masculine. Il est indépendant parce que tout est normal, mais il y a un problème, il y a un indice de fragmentation qui est élevé. Et cet indice de fragmentation, il peut être un prédicteur de l'obtention d'une grossesse spontanée. Pourquoi? Parce que si on arrive à améliorer cet indice de fragmentation, on peut s'attendre à une grossesse spontanée, tout simplement. Alors, lorsqu'il y a des avortements à répétition, le lien aussi il est très important avec la fragmentation. En cas d'échec d'insémination, au bout de 4 inséminations, et il n'y a pas de grossesse, c'est bien de faire le check, de faire l'indice de fragmentation, parce que c'est important. On va passer à la FIV ou on passe à l'ICSI,
mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il faut faire, mais on peut être surpris par le résultat. Si ça ne marche pas en IAC, il faut toujours faire un bilan afin de savoir si on va passer à la FIV ou à l'ICSI directement. Alors, autre indication, lorsqu'il y a un échec de FIV ou d'ICSI. Donc, la fragmentation, elle altère de façon modérée le taux de grossesse en FIV. Mais en ICSI, elle n'altère pas le taux de grossesse. Le taux de grossesse, il est important en ICSI, même avec un indice important. Mais qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est le taux d'avortement qui est très important en ICSI. D'accord? Et il y a l'autre facteur qu'on peut toujours demander, c'est le mode de vie, c'est le style de vie. Il y a 2 facteurs de risque au niveau du style de vie, c'est-à-dire que l'obésité constitue un facteur, le tabac, l'absence de mouvement, il y a certaines pratiques, le médicament. Donc, il faut toujours être conscient de son style de vie afin d'éliminer le maximum, d'améliorer ou de diminuer ce stress. Alors, le test de fragmentation, il y a plusieurs. Le test tunnel, vous entendez parler de plusieurs tests. Et là, on ne peut pas savoir quel est le test le plus fiable. Donc, il y a le test tunnel, Comet, et l'SDC qui est basé sur la condensation de l'ADN. Alors, le test le plus fiable, c'est le test tunnel en microscopie à fluorescence. Et ce qui est recommandé par l'OMS, c'est la cytométrie en flux, selon l'OMS. Donc, le test qui a été le plus pratiqué, c'est le test tunnel. Selon cette étude multicentrique, qui regroupe 94 études, où on a étudié plusieurs facteurs, on a étudié le taux de fécondation, la qualité embryonnaire, le taux d'avortement et le taux de grossesse. Alors, en comparant selon la fragmentation de l'ADN, vous voyez que le résultat, il y a plein de résultats. Il y a certaines qui ne sont pas faites, comme au niveau de taux de naissance non assessed sur le taux d'avortement, mais on a étudié essentiellement ces 3 facteurs, le taux de fécondation, la qualité et la grossesse clinique. Donc, plusieurs méthodes de techniques de dosage ont été utilisées, et selon l'indication FIV ou ICSI. Voilà, vous voyez qu'il y a une multitude, mais on a commencé à s'intéresser à cette fragmentation depuis presque une vingtaine d'années. C'est Mehdi Bencheib qui a commencé à faire ça à Lyon, et ce qu'on pourrait retenir, vous voyez, les résultats sont importants, mais ce qu'on pourrait retenir, c'est que l'indice de fragmentation, il a une répercussion. Vous voyez ici que si on est à 20%, à 30%, les résultats sont totalement différents que lorsqu'on est à 4%. Vous voyez, le taux de grossesse, il est très important. Alors, et qu'est-ce qu'on peut retenir qu'est-ce qu'on peut conclure de ces travaux? C'est que le taux de fécondation, on a étudié 3 facteurs. Le taux de fécondation, les résultats en ICSI sont meilleurs au niveau du taux de fécondation, c'est-à-dire le nombre d'ovocytes fécondés lorsqu'on fait l'ICSI. La qualité embryonnaire, donc selon la technique Comet, il y a un lien important. Si les embryons sont de mauvaise qualité, si on a toujours des embryons de mauvaise qualité, il faut toujours penser à demander cette fragmentation. Au niveau du taux de grossesse, avec l'ICSI, les résultats sont meilleurs. Mais ils sont meilleurs, mais le taux d'avortement, il est aussi important, très important en ICSI. C'est ça le problème. On n'a pas résolu ce problème parce que même si on a des grossesses, on a un taux d'avortement important. C'est ça la difficulté de la chose. Alors, il faut savoir, selon cette publication, que même si le taux de fragmentation il est au-delà de 30%, même s'il est important au-delà, et la femme, la conjointe, elle n'a pas d'anomalie sous-jacente, elle est jeune, le taux de grossesse, nous avons des taux de grossesse et des taux de naissance sont beaucoup plus importants que chez une femme qui a des anomalies sous-jacentes, une endométriose, une PCO ou autre. Donc le taux de fragmentation, lui seul, ne peut pas être déterminant. Mais on retient que le taux de fragmentation, il est toujours lié à des anomalies spermatiques qui sont très altérées. Donc lorsqu'il y a une altération spermatique, on peut... Mais l'inverse est vrai. Lorsque le sperme est normal, on peut avoir aussi. Mais ce n'est pas toujours. Lorsque le spermogramme il est normal, on a un indice important, surtout en cas d'infertilité inexpliquée. Mais lorsqu'il y a altération spermatique, l'indice il est toujours important. Alors, qu'en est-il des résultats sur le taux de fragmentation, des altérations sur le résultat? Premièrement, on commence par ce qu'on appelle
le taux de fécondation. Ça, c'est important parce que alors, le lien avec le taux de fécondation, il est connu maintenant. Si on est à un taux de fécondation, à un indice de fragmentation, la moyenne au-delà de 35 ou 30, nous avons un taux de fécondation inférieur à 20%. C'est-à-dire, si on féconde 10 ovocytes en ICSI, on n'aura que 2. Et avec un taux, il faut savoir que avec un taux d'avortement important. Par contre, lorsqu'on fait une fécondation avec un nombre d'ovocytes, un indice de fragmentation faible, c'est-à-dire aux alentours de 15, nous avons un taux de fécondation de 80%, ce qui est important. 80%, c'est la normale. On a 80% du taux de fécondation en ICSI et 60% en FIV. Alors, ça, c'est concernant le taux de fécondation. Alors, concernant l'indice, la valeur seuil de l'indice, si on se réfère à 27%, on va choisir 27%, selon cette publication à Malmö, au Suède, on voit qu'inférieur à 27%, les résultats sont pareils, en ICSI ou en FIV. Mais lorsqu'on dépasse le 27%, il y a une différence significative au niveau du taux de grossesse biochimique. Ça, c'est ce qui a été démontré. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est que lorsqu'on passe à 30%, de 27 à 30, la différence n'est pas importante, mais ça, c'est une publication en Italie. Lorsqu'on passe à 30, on voit qu'en IAC, on ne fait même pas les IAC, on n'y pense même pas, les résultats sont vraiment nuls. Mais lorsqu'on fait la FIV, lorsque l'indice est supérieur à 30%, on a une diminution au niveau du taux de grossesse et on a augmentation du taux d'avortement. Par contre, au-delà de 30 et faire l'ICSI, nous avons un taux d'avortement, un taux de grossesse qui est important, aux alentours de 48%, et un taux d'avortement qui est aux alentours de 23,8%. Donc il y a toujours ce problème d'avortement qui colle derrière cette fragmentation de l'ADN spermatique. Cette étude, elle est très intéressante, c'est une étude multicentrique qui compare le différent, on ne va pas dire cutoff, mais c'est différentes moyennes de pourcentage d'anomalies, et on ne s'intéresse pas à la grossesse, mais on s'intéresse au taux d'avortement. C'est ça qui nous intéresse, le taux d'avortement. Quel est l'indice de fragmentation qui correspond l'indice de fragmentation à partir de lequel on peut déterminer le taux d'avortement. Alors, selon cette étude, la plus intéressante, c'est celle qui est menée par Borini, 2006, où on a une valeur prédictive négative avec 99%, une valeur prédictive positive à 97%, une spécificité à 99%, une sensibilité à 97%, et pour une moyenne de 25%, la fragmentation à 25%, on a une moyenne d'avortement à 25%. Vous voyez que ça se rapproche, les valeurs se rapprochent, avec un test statistique qui est blindé et qui nous permet de prédire d'avoir une idée que si on est à 25 et on fait une ICSI, il faut s'attendre à 25% de taux d'avortement. Alors, selon le taux d'avortement, alors, en comparant différentes populations, une population de patientes qui ont des avortements, de couples qui ont des avortements à répétition, la population en général, et de donneurs fertiles, on voit la différence, elle est significative. Donc, l'indice de fragmentation, il est très élevé chez le patient, chez le couple qui ont des avortements à répétition. Ça, maintenant, c'est connu. Les avortements à répétition, il faut toujours penser à faire la fragmentation, à demander une fragmentation. Alors, ce qui a été conclu, selon cette revue, selon cet auteur, ce qui a été conclu que la fragmentation pourrait être considérée comme un nouveau biomarqueur d'un avortement précoce. C'est un biomarqueur, il faut le prendre comme ça, c'est un biomarqueur du risque d'avoir un avortement précoce. Là, c'est pour comparer les cutoffs selon... À partir de 15, on a un taux de grossesse important. Lorsqu'on est à 15, on est vraiment dans la limite. Et le cutoff des avortements, c'est au-delà de 35%. Alors, qu'en est-il de l'âge du patient? Il y a une répercussion importante selon l'âge. Vous voyez que si on passe de 20 à 29 et
60 à 80, on voit que de 12, on passe de 12 à 50%, presque 50%. Donc, le fait de l'âge, il est important, il les répercute de façon importante sur la fragmentation, c'est physiologique. Donc, la femme, c'est les aneuploïdies ovocytaires, l'homme, c'est la fragmentation. Voilà, deux schémas. Et au niveau des haploïdies, qui sont importantes chez la femme, chez l'homme, non. Il n'y a pas, avec l'âge, il n'y a pas d'aneuploïdies, même si on avance dans l'âge, les aneuploïdies spermatiques sont minimes ou sont normales. Alors, je voulais montrer cette publication pour montrer qu'on a travaillé chez deux groupes. Il y a toujours des donneuses d'ovocytes. Le premier groupe qui a des avortements à répétition, avec un groupe contrôle. Et les avortements à répétition, donc on a travaillé l'ICSI avec des donneuses au niveau du groupe témoin et le groupe expérimental. Et le groupe des avortements, pour ce premier travail, on a une augmentation de la fragmentation. Et donc, la différence, elle est significative au niveau de l'implantation. On est d'accord. Des avortements à répétition, on a pris des ovocytes de donneuses et on a comparé les deux groupes et on a trouvé que la fragmentation est importante et il y a une répercussion, bien entendu, sur le taux d'implantation. Alors, le deuxième groupe, c'est toujours des ovocytes de donneuses et un groupe où il y a des avortements à répétition et l'autre groupe, c'est un groupe témoin. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on n'a pas choisi la fragmentation. On ne s'est pas basé sur la fragmentation cette fois-ci, donc la fragmentation, elle est normale. Mais on a, et c'est toujours des avortements à répétition, on a une différence significative au niveau du taux d'implantation, 1% pour le groupe qui a des avortements à répétition avec des ovocytes de donneuses, et l'autre, c'est 11%. Alors, il n'y a pas que la fragmentation lorsqu'il y a un avortement, et ce n'est pas la femme, c'est le monsieur, il est toujours impliqué, il y a toujours une baisse importante au niveau de l'implantation, et ce qui est important à voir, c'est qu'il y a une répercussion, lorsqu'il y a un facteur masculin, il y a une répercussion sur la qualité des zygotes. Sur la qualité, ils n'ont pas le taux de fécondation. Les zygotes ne sont pas bons chez ce monsieur, donc il y a un taux d'implantation faible. Donc, le stade des zygotes, et on a des avortements, on peut prédire qu'il y a de chances d'avoir une grossesse ou non. Donc, la qualité des zygotes, même en absence. Mais la fragmentation n'a aucune répercussion sur la qualité des zygotes. Vous voyez qu'ils sont comparables, le taux de zygote. Par contre, dans ce groupe où on a une différence significative, il n'y a pas de fragmentation au niveau de ce groupe. Alors, qu'en est-il de la cure de varicocèle? Qu'en est-il de la varicocèle sur la fragmentation? Donc, les liens sont importants et la varicocèle, elle est toujours liée. On a parlé du stade, à partir du deuxième stade, où il y a un lien important entre l'indice et cette varicocèle. Alors, il n'y a pas que... Ça, c'est le clinique. Mais au niveau du paillasse au laboratoire, on est d'accord que la centrifugation, le traitement du sperme en lui-même, pourrait altérer l'ADN spermatique. Si on va s'amuser à faire des centrifugations, 2 et 3 centrifugations afin d'éliminer le plasma et tout ça, on aura derrière, on aura une fragmentation et on fait l'ICSI et les résultats sont mauvais et on va se dire que c'est le monsieur qui... Non, ce n'est pas le monsieur, mais c'est votre technique au laboratoire qui a donné de mauvais résultats et qui a altéré le sperme de ce monsieur. Alors, qu'est-ce qu'on peut préconiser, qu'est-ce qu'on peut conseiller? C'est la technique de SWIMAP ou une centrifugation légère lorsqu'on a une oligozoospermie extrême ou si le sperme est normal, on peut faire le SWIMAP et on a toujours moins de dégâts sur l'ADN, sur la fragmentation de l'ADN. Il n'y a pas que la centrifugation au niveau du laboratoire. Il y a le temps d'incubation. Si vous faites une ICSI, vous faites l'ICSI après 4 heures, soyez sûr que vous allez doubler votre taux de fragmentation. Lorsque vous traitez les spermes, il vaut mieux faire l'ICSI, et ça c'est un conseil pour mes collègues. Et même après décongélation, lorsqu'on va laisser le sperme au paillasse, en attendant qu'il va faire une ICSI, on voit que le taux il va devenir très important, ce taux va devenir très important, et la différence elle est significative. Vous voyez qu'on passe de 16 à 30%. C'est toujours un dédoublement. Ça, c'est le facteur in vitro, c'est-à-dire au laboratoire, qui peuvent influencer le résultat. Il n'y a pas que le patient lui-même, mais il y a le résultat du laboratoire. Alors, qu'en est-il du cut-off? On se pose toujours le cut-off au niveau de résultats. Au départ, c'était à 20%. Ensuite, il est à 25%.
Mais soyez sûr, lorsqu'on est à 50, on n'obtient pas de grossesse. Pas de grossesse en ICSI, je parle de l'ICSI. Hein. Alors, l'OMS, qu'est-ce qu'elle a recommandé? Elle a recommandé que chaque laboratoire doit avoir son cut-off. On ne peut pas appliquer le cut-off de pays scandinaves pour un pays du Nord-Afrique. Chaque laboratoire doit avoir son cut-off propre, selon le résultat qu'il a obtenu avec la fragmentation qu'il a dosée. Concernant la cure, le cut-off, toujours au niveau du cut-off, pardon, on voit qu'il y a plusieurs, vous voyez qu'il y a plusieurs valeurs qui ont été proposées. La diversité, elle est importante. Lequel choisir? On ne peut pas choisir puisqu'on l'a expliqué que chaque laboratoire doit établir son propre cut-off. Il y a plusieurs valeurs prédictives, sensibilité, spécificité, mais on ne peut pas être sûr. Donc ça, c'est quelques publications qu'on a fait sur la fragmentation, sur les éléments de trace et on a comparé avec le groupe témoin et on a trouvé des différences significatives au niveau du glutathion, au niveau du zinc et d'autres. Ça, c'est un travail où on a montré que le TGF-bêta, chez les patients qui ont des altérations spermatiques, le TGF-bêta, il va diminuer. Et il y a une augmentation de l'indice, donc le TGF va augmenter. Cette augmentation de TGF-bêta peut être un marqueur de l'altération spermatique et de l'altération de l'ADN spermatique. Une autre étude qu'on a publiée qui montre qu'il y a une différence lorsqu'on compare le résultat de la fragmentation dans les différents groupes, il y a une altération. De même, le monaldéhyde, le glutathion, donc il y a une réduction des antioxydants chez les oligoasténos, les térateux, et une augmentation, la monaldéhyde, surtout la monaldéhyde et le DFI. Alors, quelle est notre conduite à tenir? Donc, il faut commencer, il ne faut pas négliger le style de vie qu'on a parlé tout à l'heure, l'exposition à des radiations, l'exposition à des pesticides et autres. Alors, le traitement, l'infection, l'inflammation, il faut savoir que l'inflammation, lorsque vous voyez des leucocytes, les leucocytes engendrent 100 fois plus de radicaux libres qu'un spermatozoïde immobile. Donc, il faut toujours essayer de traiter cette leucospermie parce qu'elle va répercuter de façon importante. On s'intéresse toujours à l'infection, à chercher des germes, à traiter les germes, mais le fait d'avoir une leucospermie, c'est déjà nocif. Les antioxydants, ils doivent être dosés, ils doivent être adaptés aux paramètres spermatiques. Si on est dans une oligoasténo extrême, pourquoi donner une dose importante d'antioxydants? Parce que le risque, c'est quoi? C'est le risque de condensation en cas de condensation de l'ADN en cas de surdosage. Bien sûr, la cure de varicocèle, elle va améliorer de façon importante. On fait la cure, c'est pour améliorer lorsqu'on n'arrive pas à diminuer par les antioxydants, par tout ce que vous voulez, mais on fait la cure pour préparer afin de faire une ICSI, lorsque l'indice il est important, bien sûr. Alors, selon cette étude qui est très intéressante, qui a montré que lorsque la fragmentation elle est résistante, elle est toujours importante, et on n'arrive pas à traiter, on n'arrive pas avec les antioxydants, et on a toujours une valeur élevée. Alors, lorsqu'on fait la biopsie testiculaire, pour ces patients que vous voyez qui ont des spermogrammes qui sont presque normaux, 44%, avec un DFI important de 39%, lorsqu'on fait l'ICSI avec biopsie testiculaire, on a un taux de fécondation qui est à 58 et un taux de grossesse qui est à 40 et un taux de grossesse clinique pour la première tentative qui approche le 93%. Vous voyez qu'en comparant entre biopsie testiculaire et sperme éjaculé, ce qui est très important, ce n'est pas la grossesse, ce n'est pas ça qui nous intéresse. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le taux d'avortement. On est à 75% d'avortement lorsqu'on est à 40 et au-delà de 40% de DFI, et on passe à 6% lorsqu'on fait la biopsie testiculaire. C'est ça l'important, c'est ça qui est très important, c'est avoir moins des risques d'avortement. Alors, selon Ashok Agarwal, il y a un schéma. Il a établi un schéma qui est très intéressant, que je trouve très intéressant. Alors, pour l'exploration, bien sûr, en cas d'infertilité inexpliquée ou idiopathique, c'est important de demander l'indice de fragmentation. En cas d'avortement à répétition, en cas de risque de facteurs, en cas de varicocèle, en cas d'échec de FIV ou d'insémination. Alors, on demande toujours l'SDF, le sperm DNA fragmentation, et si c'est une varicocèle, on va la traiter avant de faire l'ICSI et tout ça. Et qu'est-ce qu'on pourrait
s'il n'y a pas de varicocèle, on va conseiller l'éjaculation précoce. Hier, on a parlé de 12 heures d'intervalle. Moi, je suis pour qu'on pourrait être à 8 heures. Si on a une fragmentation. Parce on demande aux patients s'ils pourraient le faire, ce n'est pas toujours facile, de faire des éjaculations fréquentes, afin d'éliminer le maximum. Parce qu'on a dit qu'au niveau de l'ampoule déférent, là où se stocke le spermatozoïde, et là où il y a la fragmentation, ça c'est là où se passe. Donc on va demander d'avoir des éjaculations fréquentes, et surtout une abstinence courte, de 8, maximum 8 heures. Et là, contrôle d'une infection ou d'inflammation, et si c'est toujours... si c'est toujours élevé, alors on va... Alors, je reviens. Ça ne revient pas? Vous pouvez le faire? Alors, si c'est toujours élevé, on peut toujours tenter l'ICSI, on peut la tenter, mais moi je crois que l'ICSI, selon son schéma, j'ai mon veto, on peut faire l'ICSI avec biopsie, mais lui, il continue toujours à faire l'ICSI. Et si toujours des avortements, il va passer à l'ICSI avec biopsie testiculaire. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait conclure? D'abord, l'IAFA, c'est un biomarqueur du risque d'avortement précoce. Ça, on l'a dit. En cas d'infertilité inexpliquée, le niveau est un prédicteur. Le niveau pourrait être un prédicteur des chances de grossesse spontanée. Elle est indiquée en première intention lorsqu'il s'agit d'une infertilité idiopathique ou inexpliquée. Et la technique recommandée, c'est tunnel par cytométrie en flux. Le cutoff doit être établi chacun par son laboratoire. Et surtout, lorsque l'IAFA est supérieur à 30%, il faut savoir que le taux de grossesse il est faible, très faible. On l'a montré en IAC. Les taux de fécondation en FIV sont faibles. Et surtout, le taux d'avortement en ICSI. Que du négatif. Avortement, taux de fécondation altéré et taux de grossesse altéré. Par contre, lorsqu'il est toujours important, CDFI, malgré le traitement, on peut opter pour, avec des avortements, on peut opter pour une ICSI avec biopsie testiculaire. Et je vous remercie. Merci, Dr Agina. Donc, on va passer directement aux questions, vu le temps. Donc, je passe à Dr Garcia. Vous êtes excellent avec cette communication. On a beaucoup appris. Merci, mon ami. Surtout l'indication de la cure de varicocèle grade 2. On n'a pas l'habitude de la traiter. Donc, si la fragmentation est élevée. Oui, si la DNA Fragmentation Index est élevé. Alors, il y a l'impact du tabac, et c'est confirmé. Ce test existe en Tunisie, il coûte 500 dinars. Il est très cher. Et quand vous demandez le test, le cutoff dans la littérature, c'est 5% à peu près. Hein. Le ROS, Reactive Oxygen Species, ROS en anglais. Donc, quand on demande ce test, il est positif, et on arrête le tabac, 3 mois plus tard, vous faites le même test, il est à 16%, alors vous avez une grande chance d'aboutir à une grossesse. Et c'est vérifié, hein, donc il faut 3 mois pour que l'effet négatif du tabac disparaisse. Oui, merci Simonir pour cette belle présentation qui est vraiment complète. J'ai 2 questions. La première, quelle est la fiabilité des tests de fragmentation de l'ADN spermatique et surtout leur reproductibilité? Donc, si on trouve un test qui est 35%, est-ce qu'on le refait? Est-ce qu'on le contrôle? Et par quelle technique? Est-ce qu'on change la technique? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, c'est que c'est vrai que le test la fragmentation de l'ADN spermatique, elle est reconnue comme une cause qui altère la fertilité. Mais ce qui n'est pas reconnu jusqu'à maintenant, c'est comment la traiter. Ce n'est pas validé. Tous les traitements, tous les antioxydants, rien n'est validé. Et c'est vrai que la seule chose qui est validée, et vous l'avez dit, c'est le sperme testiculaire. C'est le recours au sperme testiculaire. Ouais. Alors, je vais intervenir juste, Simonir. Je vais intervenir pour la deuxième question. Deuxième question. Je réponds à la première. Bon, on ne m'a pas autorisé, je suis désolé. C'est pas grave. Alors, le test, on le demande, la fragmentation, on la demande toujours dans un contexte clinique. On ne va pas la demander de façon systématique, comme ça. On va la demander de façon
Bien, selon les indications qu'on a parlé tout à l'heure, aux avortements, infertilité inexpliquée, là on peut commencer un check lorsqu'on fait les inséminations, et lorsqu'elle est élevée, selon la technique de tunnel qu'on a parlé tout à l'heure, eh ben, on peut être sûr, parce qu'il y a un contexte clinique, il y a une valeur biologique, et là il faut trouver la solution. Le traitement, comme vous le dites, bon, le traitement, bon, c'est pas toujours efficace, et il reste toujours cette échappatoire, la biopsie testiculaire. Ok, c'est bien Saïd. Soyons brefs, c'est bien Saïd. Merci. Merci pour ta présentation. Nous savons habituellement que quand on conseille des rapports programmés, même dans des conférences très récentes, on dit que la fréquence des rapports programmés, c'est un rapport toutes les 48 heures. Alors qu'on vient d'apprendre hier après-midi et aujourd'hui que l'oxydation des spermatozoïdes se fait dès que le spermatozoïde quitte le testicule et rentre directement dans l'ampoule de l'épididyme. Et au bout de 8 à 12 heures, il peut subir l'oxydation vu la richesse en acides gras polyinsaturés de la membrane spermatozoïde. D'accord. Donc, à mon avis, il faut retenir, si je me trompe, tu me corriges, il faut retenir que la meilleure fréquence des rapports, si cela est possible, c'est un rapport toutes les 12 à 24 heures. هذا أولاً. ثانياً, l'abstinence. Il faut avoir 20 ans d'âge. ثانياً, l'abstinence pour demander un spermogramme, إلى يومنا هذا, même les laboratoires disent il faut 3-4 jours d'abstinence. Il faut 12 heures d'abstinence, voire 8 heures d'abstinence pour avoir une qualité d'un spermogramme analysable correctement et des résultats fiables. دكتور أجينا on est en retard. خلي يجاوب اخوي. شنو سؤال هكاك في الهواء؟ شنو اسمع واكبر منه ونجاوبوه راهو عنده حق باش نجاوبوه. لا سافا سي عبد القادر. جاي نعمل في 250 كيلومتر راهو رد بالك. I apologize, ok? Je suis sûr que la réponse va être bénéfique pour toute la salle mon فوق. Tout à fait. Alors, l'abstinence, on sait que le transit au niveau de l'épididyme, c'est 14 jours. Le sperme, toute la capacitation, la maturation, c'est au niveau de l'épididyme. On préfère toujours faire une ponction que faire la biopsie, parce qu'au niveau de l'épididyme, mais lorsqu'il fonctionne normalement, cet épididyme, il n'est pas la cible d'une attaque. Il n'y a pas de dysfonctionnement épididymaire qui va stagner le spermatozoïde et on aura une altération importante de l'ADN spermatique. En cas de dysfonctionnement épididymaire, en dehors de la fragmentation, on demande une abstinence de 2 heures, même 2 heures. Il fait le prélèvement et on a du frais. On a du sperme frais et on fait l'ICSI, ça marche. Il n'est pas mature, comme vous le dites, parce qu'on a court-circuité le transit, mais on a toujours du bon spermatozoïde. Voilà. OK, thank you very much. On passe à la suivante. Donc on passe à quel impact du facteur spermatique sur l'ICSI? Docteur Zidi, Imen Zidi. Inès, I'm sorry, Inès Zidi. Alors, bonjour tout le monde. Je commence tout d'abord par remercier la STGE de nous avoir conviés. Comme a dit tout à l'heure Dr Agina, on est vraiment honorés par notre présence ici et on encourage vivement cette initiative d'impliquer de plus en plus de biologistes parce que c'est important en fait de comprendre ce qu'il y a dans le labo pour pouvoir ensemble aboutir à des résultats. Je vais parler du facteur spermatique. La session s'appelle l'infertilité au 21e siècle. Justement, je vais parler du spermatozoïde en 2022, où en est-on justement. Et je vais... Alors, ce spermatozoïde en 2022, surtout lorsqu'il y a un problème avec ce spermatozoïde, on va utiliser l'ICSI. L'ICSI a révolutionné l'infertilité masculine depuis bien longtemps
Et elle est en train de prendre de plus en plus d'espace dans nos centres de PMA, on est tous d'accord, et qui compte même plus que 80% des cycles. Le problème, c'est qu'on est toujours, après plusieurs années de recherche, toujours loin de l'efficacité de 100%. Donc, même si on utilise des gamètes de patients qui sont jeunes, qui ont déjà eu des grossesses, on a besoin parfois de plusieurs tentatives ou même de plusieurs embryons pour aboutir à une grossesse. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire en fait? On est en train de court-circuiter tout le processus naturel qui existe pour aboutir à une conception naturelle. Donc, on est en train de court-circuiter le tractus génital femelle, le tractus génital mâle, parfois carrément, et on est en train aussi de court-circuiter le trajet du spermatozoïde pour aboutir pour arriver à l'ovocyte et traverser les cellules du cumulus. Et l'EXI, qu'est-ce qu'on a à faire? On a des ovocytes au métaphase 2 qu'on va injecter, d'accord? La question ici, c'est quel spermatozoïde choisir? Ici, on va parler de l'impact du spermatozoïde sur l'ICSI. On a déjà parlé beaucoup de la fragmentation, déjà de la morphologie, mais finalement, quel spermatozoïde on va choisir? Sachant que pas tous les spermatozoïdes ont la même capacité d'aboutir à une grossesse, à une fécondation, carrément, et à une naissance vivante. Donc, ce qui fait que cette sélection est très, très importante. Pardon? Alors, le spermatozoïde, à quelle proportion est impliqué dans cette conception, en fait? D'après ce schéma de Sakas dans Human Reproduction en 2015, il dit que l'ovocyte, d'après la littérature, il est impliqué majoritairement dans 70 à 80% de la formation d'un embryon viable à une naissance vivante. Bien sûr, l'utérus, dans 10 à 15%. Il implique cette majeure partie pour l'ovocyte vu l'âge maternel et l'aneuploïdie, mais il donne aussi 10 à 15% pour les spermatozoïdes. Ici, pour un spermatozoïde normal. Et normal, c'est entre parenthèses, je dis normal, on va comprendre la notion de normalité pour le spermatozoïde tout au long de cette présentation. Maintenant, si on a un spermatozoïde anormal, et on va voir aussi ce que veut dire anormal. Si le spermatozoïde est anormal, là, il y aura une diminution drastique du taux de fécondation, du taux de formation de blastocystes et du taux de naissance vivante. Donc, vous voyez l'importance. OK, il compte dans 10 à 15% lorsqu'il est normal, mais lorsqu'il est anormal, on ne va pas avoir carrément ni de fécondation ni de naissance vivante. Alors, ça, c'est où réside la complexité, en fait, un spermatozoïde normal ou anormal. On a toujours parlé de ce spermatozoïde-là, qui est une cellule très différenciée. C'est la cellule la plus différenciée presque du corps humain. Et chaque partie, la tête avec l'ADN, avec l'acrosome, avec la qualité de l'ADN dont on a parlé en long et en large, la pièce intermédiaire avec les mitochondries et l'énergie qu'elles vont générer, et le flagelle qui va transformer cette énergie en mouvement. Tout ceci en plus des constitutions membranaires qui vont aider à la reconnaissance de l'ovocyte, à la fusion, les structures intracellulaires qui vont en fait affecter le développement embryonnaire. Tout ceci combiné va donner un spermatozoïde normal ou anormal. L'OMS, l'analyse basique du sperme. On est tous insatisfaits, n'est-ce pas, de l'analyse basique du sperme, mais on est tous convaincus qu'un spermogramme normal ne veut pas dire forcément une grossesse, ne veut pas dire forcément un taux de 100% de fécondation et d'obtention d'embryons en ICSI. Donc, du côté du spermatozoïde, on a besoin de plus en fait, d'indicateurs plus robustes pour en fait, juger de son implication dans l'ICSI. Donc, un spermatozoïde mobile, ce n'est pas suffisant. La morphologie, par exemple. Et ici, je vais parler de littérature récente. La morphologie, par exemple. La morphologie,
Je ne parle pas des tératozoospermies syndromiques ou les 100%, etc. Là, on est sûr de leur implication dans l'ICSI. La morphologie, ici, dans une étude qui a concerné 741 cycles, publiée en 2020, il parle d'une diminution de taux de fécondation, d'une diminution de taux d'implantation et de taux de grossesse lorsque le sperme, le seuil, il est supérieur à 6%. Ce seuil-là, on a vu l'OMS et la progression de l'OMS, c'était de 15% avec David modifié, Kruger 4%. Ici, on nous apporte un nouveau seuil. Après, en 2021, une autre étude qui concerne 2574 cycles et qui disent qu'ils sont divisés, en fait, le sperme en deux groupes, tératozoospermie, selon Kruger, donc supérieur à 4%, inférieur à 4%. Et là, regardez les résultats, pas de différence significative en termes de grossesse. Et carrément, la tératozoospermie n'a pas une valeur prédictive pour l'ICSI. Alors, en fait, comment répondre à cette question? L'impact du spermatozoïde sur les résultats de l'ICSI. Je vais vous plonger un peu en biologie. C'est un domaine passionnant et je suis convaincue que lorsqu'on comprend la biologie, on va comprendre l'impact du facteur spermatique sur les résultats de l'ICSI. Donc, ici, on va revenir à la sélection du spermatozoïde. On doit choisir quel spermatozoïde on va injecter pour obtenir une grossesse, pour obtenir une naissance vivante. Le problème, c'est que depuis plusieurs années, on est resté sur notre faim. Il y a beaucoup plus de questions que de réponses. Quel spermatozoïde choisir? Quel spermatozoïde va avoir le meilleur potentiel? Là, la mobilité n'est pas suffisante, la morphologie n'est pas suffisante. On a vu la fragmentation de l'ADN et son impact sur l'ICSI. Je vais essayer de parler tout à l'heure, Dr Halouani a dit, alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais essayer de voir ce qu'on va faire et ce qui est en train d'être fait en 2022 dans les différents laboratoires du monde. Donc, on va revenir à la sélection des spermatozoïdes, donc, qui jusqu'à ce jour n'est pas satisfaisante en termes d'obtention d'une population de sperme optimale pour avoir de meilleurs résultats en ICSI. Pardon. Alors, on va revenir à la nature. Le trajet du spermatozoïde dans le tractus génital mâle et puis femelle. Il y a plusieurs marqueurs donc, qui vont être incriminés dans ce processus-là de sélection. La sélection du spermatozoïde vainqueur naturellement est un processus très sélectif et qui nécessite plusieurs qualités, aussi bien morphologiques que dynamiques, pour aboutir à l'ovocité. On va comprendre petit à petit ce que ça veut dire. Donc, ce qu'on fait, comme tout à l'heure a dit Dr Argina, qu'est-ce qu'on fait dans nos laboratoires? Généralement, c'est le gradient de densité. Ça, c'est ce qu'on fait de façon assez courante. Le problème, c'est que le gradient de densité nécessite, en fait, où il se base sur la morphologie, sur la mobilité surtout, mais rien d'autre. On va obtenir une population carrément beaucoup plus fragmentée, parce qu'il y a le processus de centrifugation derrière. Donc, ce n'est pas la solution. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pour les spermes? Par exemple, après une biopsie testiculaire, les spermatozoïdes sont immobiles et en fait, ils ne sont pas matures, ils n'ont pas passé par l'épididime pour acquérir la mobilité. Et aussi pour les échantillons akinétozoospermiques ou bien les oligos sévères. Donc, il y a quelques techniques qu'on est en train d'essayer au laboratoire. Par exemple, l'OS-test, c'est une technique très ancienne et c'est la seule qui existe dans le manuel de l'OMS, même en 2021, le dernier manuel. Mais sur le plan pratique, donc, en fait, ça suppose qu'on va mettre le sperme dans une solution hypoosmotique et les spermatozoïdes vivants, en fait, vont avoir une réaction. Le problème, c'est qu'on aura une baisse de la fertilité si on incube les spermatozoïdes trop longtemps dans cette solution hypoosmotique. Il y a aussi un problème si l'échantillon est très réduit, on a besoin de concentrer au maximum les spermatozoïdes. Et là,
on va diluer avec la solution hypoosmotique. Ce qu'on est aussi en train de faire dans nos laboratoires, c'est le shot de laser. Il a été démontré qu'un shot de laser dans la queue du spermatozoïde va extérioriser du calcium, un second messager qui va induire la synthèse d'ATP et qui va donc induire un mouvement de la queue du spermatozoïde et il va nous dire que ça, il est vivant. Mais sur le plan pratique, ça coûte cher et le shot de laser peut avoir l'effet opposé et induire beaucoup plus d'espèces réactives d'oxygène et carrément une rupture de la membrane. Il y a aussi les inducteurs chimiques comme la théophiline, la pentoxyphiline, etc. Mais encore, il y a de nouvelles molécules aussi qui sont en train d'être testées dans les laboratoires comme la composition ATP-magnésium, le myoinositol. Mais encore, il y a des risques de toxicité. Il y a des doutes en fait sur le risque de toxicité intrinsèque de ces différentes molécules. Donc, on n'est pas sorti du lot côté mobilité. Qu'en est-il de la morphologie? Est-ce que la morphologie va nous donner une réponse? Si on va analyser, si on va se pencher plus sur la morphologie, est-ce qu'on va vraiment comprendre son impact sur le spermatozoïde? Et là, il y a eu l'IMSI. L'IMSI, c'était carrément un phénomène de mode pendant un certain temps. L'IMSI, c'est quoi en fait? C'est une sélection du spermatozoïde à un agrandissement très très important, c'est 1000 fois. Ça nécessite encore un équipement qui est assez cher, plus de temps de lecture et de l'expérience. Les premiers résultats étaient encourageants. Dans les premières années où l'IMSI est apparu, les premiers résultats étaient très encourageants. Il y a eu quelques revues qui étaient positives par rapport à l'IMSI, mais après, on a eu des revues plutôt négatives. Et derrière ce qu'on pensait, on pensait que lorsqu'on fait un agrandissement de la tête du spermatozoïde, on va voir différentes vacuoles. Ces vacuoles-là, il a été démontré qu'elles ont corrélé avec un index de fragmentation de l'ADN spermatique et il faut les éviter pour obtenir une grossesse, pour obtenir un meilleur résultat en ICSI. Mais après, d'autres auteurs n'ont pas trouvé cette association avec les vacuoles. Et ils ont carrément discuté que les vacuoles sont physiologiques et ils sont présents dans le spermatozoïde et n'ont pas d'implication. Alors, l'IMSI, après 10 ans, il y a 2 revues de la bibliothèque Cochrane, l'une en 2013 et l'autre en 2020, sur l'IMSI. Et les deux ne sont pas concluantes. En 2013, ce n'était pas concluant, et en 2020, récemment, ce n'est pas concluant. Donc, il ne conseille pas l'utilisation de l'IMSI, ni pour ici, ni ni contre l'IMSI. Donc, il n'y a pas vraiment d'évidence que l'IMSI peut donner plus de résultats en termes d'ICSI. Alors, on est allé se pencher sur d'autres caractéristiques du spermatozoïde, les caractéristiques membranaires du spermatozoïde. Alors, la membrane externe a une fonction aussi au sein du spermatozoïde dans la fécondation. Donc, un spermatozoïde capacité, il exprime plusieurs facteurs. Ces facteurs-là sont très importants pour la reconnaissance de la zone pellucide, pour la réaction acrosomique, etc. Donc, la première technique qui a été développée dans ce sens, c'est l'apixie. Vous avez tous entendu parler de l'apixie. Ça se base sur le fait que le spermatozoïde mature va exprimer de l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, il est très présent dans l'environnement cumulo-ovocytaire. Donc, s'il est exprimé, ça veut dire qu'il est mature. On va essayer de le prendre et de l'injecter. Ça a fait couler beaucoup d'encre, justement. Et d'ailleurs, d'où l'appellation apixie physiological ICSI. Donc voilà, en laboratoire, on va ajouter un milieu qui contient de l'acide hyaluronique, en fait, et on va collecter les spermatozoïdes dont la tête se colle dans la boîte. Ça veut dire qu'ils sont matures puisqu'ils ont des récepteurs à l'acide hyaluronique. Et puis après, il y a eu cette étude énorme, multicentrique, randomisée, contrôlée. Elle a été faite en Angleterre sur 15 centres
Et j'ai eu la chance, l'énorme chance d'être le témoin de cette étude, puisque j'étais en Angleterre en 2014. Donc, j'ai moi-même participé de façon très modeste à la confection de quelques PECSI dans cette étude. Cette étude énorme, rien que le protocole, il a été publié en 2016 dans le BMJ, et puis les résultats, on attendait les résultats avec impatience. Et ils étaient publiés en 2019 dans The Lancet. Et déception, ICSI, PICSI, il n'y a pas de différence significative en termes de naissance vivante. On parle, presque toutes les études, j'ai choisi, on parle de naissance vivante parce que, comme a dit tout à l'heure Dr Agina, l'essentiel, c'est ne pas juste d'avoir une grossesse ou une fécondation, parce que la fragmentation derrière, elle va induire des avortements à répétition. Donc, en termes de résultats, naissance vivante, il n'y a pas vraiment de différence. En retour à la case 0. Donc, il y a eu d'autres techniques, telles que MAX, par exemple. La MAX, elle se base sur l'annexine 5 qui attire les spermatozoïdes apoptotiques. Donc, dans un champ magnétique, on va sélectionner les spermatozoïdes qui vont sortir au bout du tunnel, sont des spermatozoïdes supposés être vivants, matures. Mais les résultats initialement étaient encourageants. Il y avait une amélioration de la segmentation embryonnaire, de la grossesse, le taux de grossesse, mais il n'y a pas assez d'études pour conclure de l'efficacité de cette méthode, ni la zeta méthode. C'est pratiquement la même chose, sauf qu'ici, on se base sur la charge du spermatozoïde. Donc, s'il est chargé négativement, il n'est pas bon. Il est chargé positivement, il est bon. On va le sélectionner. Il y a des résultats vraiment impressionnants, mais il y a une seule étude randomisée et il n'y a pas eu suite. Dernièrement maintenant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, justement? Récemment, l'étude de l'implication en fait, du facteur spermatique, et là, ils vont essayer de mimer ce qui se passe en fait, dans le tractus génital femelle, c'est la dynamique. La sélection dynamique du spermatozoïde. En fait, les spermatozoïdes dans les tubes, le tractus génital femelle, il va suivre en fait, des mouvements dynamiques selon la thermotaxie, la chémotaxie et la rhéotaxie. La thermotaxie, c'est le fait que le spermatozoïde suit un gradient de température, du moins chaud vers le plus chaud. La chémotaxie, c'est qu'il va suivre un gradient de stimulants chimiques. Et la rhéotaxie, c'est la capacité du spermatozoïde à nager à contre-courant. Donc, s'il y a un flux qui va dans ce sens, le spermatozoïde il va aller dans l'autre sens. Et là, ça, c'est le dernier, ça, c'est les nouveautés en 2022. Alors, pour la chémotaxie, l'agent stimulant, c'est la progestérone. Il y a quelques études, c'est assez rare, qui parlent de la progestérone et ils ont confectionné un dispositif avec des gradients différents de progestérone pour pouvoir attirer les spermatozoïdes qui ont donc les plus matures, le moins de fragmentation d'ADN, les meilleurs. Aussi, par rapport au gradient de température, il y a aussi quelques études minimes qui ont parlé de gradient de température et du fait que le spermatozoïde peut migrer du milieu le moins chaud vers le plus chaud. Mais il n'y a pas assez d'études dans ce sens. Mais par contre, les microfluides prennent de l'ampleur. Regardez, j'ai fait une petite recherche par rapport à, j'ai utilisé comme mot-clé microfluides et sperme. Regardez, 2022, la tendance, elle est en hausse. Et les CHRE 2022, il y avait 19 posters sur la sélection des spermatozoïdes, dont presque la moitié parlent de microfluides. Donc, il faut se pencher un peu en fait, sur ces microfluides. En fait, comme je vous viens d'expliquer, il y a un dispositif avec un courant dans ce sens. Les spermatozoïdes morts vont suivre le courant, en fait, et les spermatozoïdes vivants vont nager à contre-courant et on va les sélectionner dans des localisations particulières. On va les injecter. Ici, il parle de 100% efficacité. Et ce n'est pas uniquement le seul article. Ça, c'est apparu en 2021 dans Nature. 100% efficacité, 100% mobilité, 100% viabilité. Mais encore, il n'y a pas de résultat par rapport aux naissances vivantes. Donc, il y a plusieurs articles qui sont tous récents et chacun émet son propre dispositif. Il y a beaucoup plus. Et là, pareil,
plus que 97% de sperme viable et de bonne qualité. Mais pareil, on n'a pas de résultats sur les naissances vivantes. Il y a, pour mes amis biologistes, il y a beaucoup plus simple parce que les autres techniques nécessitent en fait une boîte particulière ou de l'équipement particulier. Ici, ils ont essayé juste de mettre 2 gouttes, et une goutte de moindre volume, et là, et faire un lien. Et là, les spermatozoïdes, donc puisque le flux va aller de la plus concentrée vers la moins concentrée, les spermatozoïdes vont suivre le trajet opposé. Là, ils vont en fait prélever les spermatozoïdes d'ici. Ils disent que c'est une technique très facile et elle est très reproductible, mais en fait, il n'y a pas encore assez de résultats. Une autre étude aussi qui a attiré mon attention dans l'échelle 2022, où ils ont en fait prélevé les cellules du cumulus après décolonisation, vont mettre un puits. Ils ont mis les spermatozoïdes dans un premier puits et laissé les spermatozoïdes migrer à travers les cellules de la zone pellucide pour pouvoir donc les collecter du second puits. Ça a l'air prometteur. C'est pas très nouveau, en fait, il y a quelques recherches là-dessus, mais il n'y a pas d'essais contrôlés randomisés pour le moment. Donc, est-ce qu'il y a un vainqueur par rapport à tout ça? Est-ce que après tout ça, on a bien compris que le spermatozoïde, il impacte les résultats de l'ICSI en termes surtout de fragmentation de l'ADN. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il y a un gagnant? En fait, non, il n'y a pas encore de gagnant. Ces tests modernes, en fait, n'ont pas réussi à donner une évidence réelle par rapport à l'amélioration des résultats en ICSI. Et la majorité de ces techniques, on obtient de meilleurs spermatozoïdes. On a vu un taux de récupération de spermatozoïdes de très bonne qualité supérieur à 100%. Mais OK, on a une bonne qualité, mais est-ce qu'il y a des résultats en ICSI? Il n'y a pas encore, malheureusement. Je n'ai pas de réponse. Donc, la dernière revue de Cochrane qui a discuté de toutes ces différentes techniques, n'a pas abouti à une technique plus valorisante par rapport à l'autre. Qu'en est-il de l'OMS? L'OMS, la 5e édition par rapport à la 6e, vraiment rien d'intéressant qui a changé. Mes amis biologistes vont confirmer. J'étais surprise par l'ajout du MAX, une des techniques qui n'a pas vraiment assez d'essais contrôlés randomisés. Et il parle aussi qu'il n'y a pas de différence entre tout ça et que le gradient de densité induit une fragmentation de l'ADN et ça va impliquer les résultats en ICSI. Alors, en 2019, je vais passer pour être... Voilà. Finalement, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est convaincu qu'il y a une implication du spermatozoïde sur les résultats de l'ICSI. Qu'est-ce qu'on doit faire? Idéalement, on veut aboutir à ce résultat. On a des spermatozoïdes, tous morphologiquement normaux, et idéalement, on sait que ça ne va pas donner une naissance vivante, ça est la moindre chance, et ça, il a beaucoup plus de chances d'avoir une grossesse. J'espère qu'un jour, qu'on va obtenir ceci. Le spermatozoïde est une cellule qui a... on connaît presque une partie minime du spermatozoïde. Il y a plusieurs autres domaines à explorer pour vraiment comprendre l'impact réel du facteur spermatique en fait sur l'ICSI. Je vous remercie pour votre attention. Je finis juste par dire, désolé, que en fait ça, je vous ai montré ce qui se passe en fait dans le labo. C'est pas uniquement le traitement antioxydant. Dans le laboratoire, on est aussi en train au maximum de trouver des solutions, mais il faut nous aider, il faut une collaboration aussi, il faut bien voir le spermogramme, éliminer toute infection, éliminer les leucocytes qui sont pourvoyeurs de ROS pour pouvoir en fait obtenir un meilleur résultat en ICSI ensemble. Et merci. Merci beaucoup. Donc on est à 30 minutes de retard par rapport à la séance, donc il n'y aura pas de questions. Et je fais appel au meilleur des andrologues parmi les urologues pour nous parler comment stimuler les spermatozoïdes pour atteindre la naissance. Bien, bonjour à tous.
chers amis, chers confrères, ce n'est pas la première fois que j'ai le plaisir et l'honneur de venir parler à la STGO et j'ai l'impression que maintenant vous allez être obligés de m'accepter en tant que membre associé, presque. Alors j'espère que ce sujet va vous plaire, c'est un sujet d'actualité et voilà. Pour plus de clarté, j'ai scindé la présentation en quatre sujets différents en fonction de l'EBM, en partant de l'EBM jusqu'au plus empirique. Et donc on va voir d'abord les hypogonadismes hypogonadotropes, les Klinefelter, la reprise en microthésée des biopsies testiculaires négatives et à la limite, si ça marche, pourquoi ne pas stimuler tout le monde avant biopsie? C'est une question qui mérite d'être posée en tout cas. Les hypo-hypo, je commence par ça et je rends hommage à Silafir Bourris qui, il y a une dizaine d'années, m'a envoyé ce patient en me disant si cette pathologie t'intéresse, et il m'a vraiment mis le pied à l'étrier, je vais te confier tout mon recrutement parce que c'est trop long et je n'ai pas le temps de m'en occuper, tout simplement. Et alors j'ai compris à mes dépens, effectivement, parce que la stimulation est effectivement très longue, elle est longue et coûteuse, et ça signifie également que ça pose un problème par rapport à la prise en charge avec la CNAM. Je ne sais pas comment ça se passe pour les femmes, mais en tout cas pour nous, pour les hommes, la CNAM accepte en général 3 mois de prise en charge et parfois un peu plus. Ce qui fait que les patients, ils vont aussi de leur poche et en corollaire, ils sont perdus de vue. Ils sont perdus de vue très souvent et donc quels sont les arguments? Alors le gonal, ça fait mal. Et effectivement, comme vous le savez, et ils ne savent pas combien les femmes se reçoivent de gonal pour toute la série de Dixie qu'elles subissent. Les hommes fuient la consultation, donc c'est mesdames qui consultent, surtout lorsque le patient ayant arrêté sa stimulation, il a une testo qui baisse et donc elle consulte pour une dysfonction érectile de son mari. Et c'est l'occasion de lui dire, écoutez, demandez-lui de revenir et on repart à zéro à chaque fois, donc c'est des stimulations qui peuvent durer en fait avec les périodes de perte de vue jusqu'à 3 ou 4 ans. Comment on peut faire pour les rassurer? Eh bien, il faut leur dire qu'en revanche, et un peu à l'instar de ce qui se passe pour les femmes, les hypo-hypo ont un excellent pronostic. La durée de la stimulation hormonale, elle est de 6 à 12 mois, mais on peut arriver jusqu'à 2 ans lorsque le volume testiculaire est faible. Et le délai que je donne en général, d'une manière, un chiffre médian, c'est en gros 13 mois avant de reprendre une spermatogénèse. Alors, pour ce qui est du traitement, il y a 3 situations en fait. Soit le patient a un hypo-hypo connu, traité et suivi par l'endocrino, et le plus souvent c'est un pan-hypo, d'ailleurs ils sont sous Cortef, etc. Et l'endocrino me l'envoie pour savoir si on peut arrêter l'androtardile et essayer de faire une stimulation, en même temps que j'envoie l'épouse de ce patient chez un gynécologue pour démarrer le bilan Prestime. Deuxième cas, le plus fréquent pour moi, c'est l'hypo-hypo de découverte récente. Donc je passe tout le bilan étiologique et autres, ce n'est pas le but ici, mais donc je propose une stimulation hormonale. Alors il y a beaucoup de protocoles dans les littératures. Le premier a été celui-ci, HCG 1500 unités x2 par semaine et FSH entre 75 et 150 x3 par semaine. On sait que le 1500 n'existe plus, donc on est obligé de jongler entre l'ACG et l'Ovitrel. Et le troisième cas qui est un peu trop peur, ce sont les hypo-hypo masqués. Ce sont des patients qui ont une testo basse et on s'attendrait à ce que la FSH et la LH soient très hautes. Or, la FSH et la LH sont anormalement normales, si je puis dire, donc elles sont inadaptées. Et il faut également stimuler ces patients de cette manière. Alors, j'ai dit que c'était un très bon pronostic, mais il y a quand même des facteurs de mauvais pronostic. Ce sont les cryptorchidies associées. Les patients qui ont eu une longue stimulation un long traitement de traitement hormonal substitutif avec de l'androtardile, on sait que c'est réversible, mais jusqu'à un certain point quand même, et les patients qui ont une hypotrophie testiculaire majeure et qui ne répondent pas à la stime. Alors, voilà ce qui se passe en termes de résultats dans la littérature. 80% de patients arrivent à initier une spermatogénèse dont le but est d'arriver à la congélation. Et vous voyez ici ce patient qui a été techniqué chez Fertilia, ici, vous le voyez. Donc, on voit très bien comment on a procédé. Ce sont des éjaculats cumulés qui nous permettent ici d'arriver à 19 paillettes. Et ce qui est intéressant ici, c'est que la biologiste nous donne une idée de la qualité de la congélation, en termes de numération et en termes de mobilité. Ce n'est pas toujours le cas.
Et lorsque ce n'est pas le cas, je propose de faire un test de décongélation, parce que franchement, 18 ou 19 paillettes, c'est pareil. On sacrifie une paillette et on a une idée de la qualité de ce que l'on a, et ça permet aux patients d'envisager l'arrêt du traitement. En tout cas, ça nous permet de discuter cela avec lui. Et on fait donc un deal avec chaque couple. Voulez-vous attendre une amélioration du spermogramme et une grossesse spontanée, ou voulez-vous passer d'emblée avec le sperme congelé en PMA? Alors évidemment, on les conseille en fonction des données de la littérature. On sait qu'il y a des grossesses spontanées à partir de 6 mois de STIM, et on sait aussi à l'inverse qu'il vaut mieux conseiller un passage en PMA s'il n'y a pas de grossesse après 20 mois de STIM, s'il n'y a pas de grossesse après plus de 8 mois avec au moins 5 millions par millilitre, et naturellement si le couple le désire, et notamment chez les patients où la femme a une réserve ovarienne basse. En cas d'azéo persistante, c'est-à-dire les patients dont je parlais de 90% de spermatogenèse, les 10% qui ne reprennent pas de spermatogenèse doivent être biopsiés à 18 mois. Et donc, là encore, la biopsie est de bon pronostic. Vous voyez qu'en fonction des séries, c'est entre 73 et 100% de positivité. Je me rappellerai toujours de mon premier patient, c'était à la clinique Les Jasmins à l'époque. Regardez, nous sommes en 2007. Après plusieurs mois de STIM, tout à coup, 3 spermatozoïdes immobiles. Et donc, c'est vraiment... c'est une excellente nouvelle, quelque chose est en train de se passer, et en fait, naturellement, à ce stade-là, ça n'est pas congelable. Quelques mois plus tard, quelques spermatozoïdes, alors quelques, c'est un peu plus que 3 en principe, quelques mois plus tard encore, c'est 60 000, et là, nous arrivons à 180 000, et vous voyez tout en haut que nous sommes en 2008, donc plus d'un an à passer, et là, à chaque fois, on revoit avec les biologistes, est-ce que c'est congelable ou pas, et en l'occurrence, ce patient a eu 13 mois de stimulation pour arriver à une congélation, et nous avons eu pour lui 11 paillettes. Je me rappelle également de ce patient parce que tout s'est très bien passé pour lui. Regardez, dégel pour l'Ixide, 1 paillette, 2 embryons transférés et 3 congelés, et ces 3 congelés ont été détruits. Pourquoi? À la demande du couple, naturellement, parce que ce couple est reparti d'emblée avec un garçon et une fille, donc le choix du roi. Et je me rappelle que le patient m'avait dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire que d'avoir plus de 3 enfants dans ce monde dans lequel on vit ?» Et donc de la destruction des paillettes. Et je me rappelle de ce patient aussi pour une autre raison. Il fait partie des 10% de patients chez lesquels, lorsque on arrête la STIM, ils ne repassent pas obligatoirement en azoo. Et donc je me rappelle d'avoir renvoyé ce couple vers le gynéco pour mettre en place une contraception, tout simplement. Parce que je ne suis pas contre l'IVG, mais franchement, faire une IVG pour un 3e enfant non désiré alors qu'on vient de se taper 13 mois de STIM, ça fait mal au cœur. Fin du premier sujet. Deuxième, Klinefelter. Et messieurs, dames, les modérateurs, ça va être beaucoup plus court maintenant. Klinefelter, donc j'insiste dessus parce que c'est 11% des azoospermes, donc c'est énorme, c'est très fréquent. Il y a deux facteurs pronostiques dans la littérature, ce sont l'âge et la testo. Alors l'âge, c'est naturellement le jeune âge qui est de bon pronostic. Et cette étude japonaise d'Okada nous a fait un petit peu de mal parce qu'ils ont mis un cut-off à 35 ans, ce qui fait que beaucoup de nos Klinefelter ont été récusés parce qu'ils avaient plus de 35 ans. Et maintenant qu'on sait qu'on peut quand même les biopsier, on voit arriver toute cette cohorte de patients qui ont aujourd'hui 40 et plus, et chez lesquels, à cet âge, la biopsie est beaucoup moins efficace. La testo, alors c'est une testo haute, qu'elle soit haute de base ou qu'elle soit haute après STIM, et vous voyez que la testo haute versus les patients non stimulés ou non répondeurs, ça fait quand même en termes de positivité de la biopsie 20% de différence. Pour résumer tout ça, je vous montre juste une petite planche. Vous voyez en haut 47XXY. Ce patient, et ça encore, ça détruit un mythe, il a une FSH à 45, donc une FSH haute n'est pas une contre-indication à la biopsie. Et vous voyez naturellement que je l'ai stimulé, parce qu'un Klinefelter est rarement à 6,2 nanogrammes de testo, donc je l'ai stimulé, et à un moment, il en a eu marre, il a arrêté le traitement, la testo est tombée à 5, mais en général, chez les Klinefelter, c'est ce que j'essaie d'obtenir, une testo à 5. Je l'ai biopsié à gauche, et vous voyez que nous avons 4 paillettes. J'ai économisé le côté droit pour éventuellement une reprise en biopsie synchrone, si jamais la décongélation n'était pas probante. Il est évident qu'il y a un autre élément important au niveau des Klinefelter, c'est la technique, et donc c'est important de biopsier ces patients avec un procédé de magnification. Et vous voyez ici un autre cas qui illustre ceci. Donc vous voyez que le patient est 47XXY, et vous voyez à droite qu'en dépit d'une première biopsie qui est négative, nous avons pu avoir 3 paillettes. Alors ça veut dire quoi?
ça veut dire que la microthésée fait probablement mieux, puisque déjà quelqu'un est passé avant moi et n'a pas pu retrouver des spermatozoïdes. Un certain délai a passé également, parce que la biopsie négative, vous voyez qu'elle s'est faite en 2009 et nous l'avons repris en 2012. Donc 3 ans ont passé, et sans compter la petite taille des testicules. Donc ça veut dire vraiment qu'en choisissant avec un procédé de magnification les zones à prélever, on est plus efficace. Je ne sais pas si cette photo passe très bien ici, mais en tout cas, voilà, il s'agit de cibler les tubes séminifères dilatés. Alors, comment stimuler ces patients? Classiquement, il y a 3 méthodes. Soit le chlomide, du moins lorsque la FSH n'est pas très élevée, soit la CG, soit les anti-aromatases. Donc moi, je commence souvent par le chlomide pour des questions de prix, en fait, et de facilité. Je rajoute un peu d'ACG si ce n'est pas suffisant, ou je switch complètement vers l'ACG. Et les anti-aromatases sont naturellement très à la mode ces derniers temps, même si en réalité, ce n'est pas une nouveauté. Vous voyez que l'article de Pavlovitch, c'est ce qui a initié cette affaire. Nous sommes en 2001, et que constate cette équipe? Eh bien, que les hommes infertiles avec OATS et avec un ratio testo sur œstradiol à 6,9 correspondent donc à ces patients-là infertiles. À l'inverse, les hommes avec un spermatogramme normal ont un ratio de testo sur œstradiol égal à 14. Alors, que fait cette équipe? En fait, ils vont faire quelque chose de totalement empirique. Ils additionnent, en gros, 6 plus 14 égale 20, ils mettent le cutoff à 10. Et donc, ils considèrent que moins de 10, c'est anormal. Alors, attention, pour calculer, la testo doit être calculée avec l'unité de nanogrammes par décilitre et pas par millilitre. Mais il y a des calculateurs automatiques, on peut rentrer ces données et on a tout de suite le chiffre. Alors, que montre cette étude? Lorsque testo sur œstradiol est inférieur à 10, on peut stimuler soit avec de l'anastrozole, soit avec du létrozole, et ça améliore dans cette série le taux de testo ainsi que le spermogramme. Et donc, on extrapole, ça peut améliorer également le résultat de l'ABT. Troisième sujet, encore moins, là pour le coup on est un peu dans quelque chose d'un peu empirique et donc d'un peu excitant puisque tout est encore à faire. Alors c'est quoi le principe? C'est qu'une BT est positive en réalité entre 43% en BT conventionnelle et au mieux dans les séries à 60% dans les microthésées. Et donc l'un dans l'autre, ça veut dire que pour un patient qui vient nous voir pour une azoospermie non obstructive, on va avoir 40% de patients qui ont une BT négative. Voilà. Donc, quand la BT négative est due à une absence de cellules germinales, il n'y a rien à faire, malheureusement. Et comme je dis aux patients très souvent dans notre langue, c'est ce qui est vrai. Bon, mais en revanche, dans ce contingent de 40%, il y a des arrêts de la maturation. Et là, on se dit, est-ce qu'on n'a pas quand même raté quelque chose? Et il y a un intérêt théorique à stimuler ces patients hormonalement. Le but, c'est d'augmenter la testo intratesticulaire et retrouver des spermatozoïdes matures lors de la deuxième biopsie. Tout dépend naturellement de quoi on part. Regardez, s'il y a 2 patients, le premier a un blocage au stade de spermatocyte, donc il y a tout à faire, alors que le second, il y a un blocage au stade de spermatide, et donc il n'y a vraiment plus qu'une seule étape, et on se dit que vraiment il faut essayer de trouver une manière d'améliorer cette maturation. Alors, est-ce qu'une deuxième biopsie positive après stimulation, est-ce qu'elle a un lien de causalité avec la stimulation? Eh bien, ça va dépendre justement de la première biopsie. Si jamais la première biopsie testiculaire a été conventionnelle et la deuxième microthésée, je ne suis pas sûr qu'il y ait une corrélation d'avoir stimulé. Je donne un exemple très facile. Regardez ce patient. Le premier opérateur a eu la bonne idée d'utiliser un fil pour refermer la luginée, un fil non résorbable que les chirurgiens reconnaissent ici, c'est du prolène, donc c'est un fil bleu. Et donc on voit parfaitement qu'il a fait une toute petite incision et il est clair que là, tout le testicule n'a pas été exploré. Donc j'ai stimulé de principe, mais en réalité, je n'ai pas fait grand-chose autrement que d'avoir une incision plus large. Et vous voyez qu'en allant sur les zones, sur la partie latérale du testicule, je trouve des tubes séminifères dilatés. Je ne pense pas que ça, ce soit l'effet de la stime. Je pense que c'est la première intervention qui a été insuffisante, tout simplement. Ce qui est beaucoup plus intéressant, ce sont les patients qui ont eu une première microthésée négative et chez lesquels il faudra envisager une seconde microthésée. Alors, il y a dans la littérature un article qui s'appelle Salvage Therapy et qui consiste à stimuler ces patients par ACG. Alors, c'est quoi le principe? On va stimuler les cellules de Leydig, on va donc avoir une augmentation de la testo,
et on va avoir une augmentation de la testo intratesticulaire, et on sait que la spermiogenèse est extrêmement dépendante, est très androgénodépendante. A l'inverse, cette augmentation de testo va, chez 50% de patients de cette série, entraîner un feedback négatif avec une diminution de la FSH, et il va y avoir comme un reset de la fonction FSH, comme si on mettait tous les compteurs à zéro. Et ce reset de la fonction FSH, on pense qu'il est bénéfique pour les cellules de sertolite, que de les avoir mises au repos, ça va leur permettre de mieux redémarrer. Et on pense cela parce qu'on constate que chez tous ces patients, il y a une augmentation de sécrétion de l'inhibin B. Voilà le principe. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette étude? Regardez, 43 patients avec micro-TZ négative, on les met sous 5000 unités d'ACG par semaine pendant 3 mois. Si la FSH reste normale, on continue le traitement jusqu'à la deuxième micro-TZ. Et si la FSH chute, au bout d'un moment, on va les supplémenter en FSH, parce que si la FSH reste longtemps à zéro, la spermatogénèse s'arrête naturellement, et ceci pendant 2 mois. Lorsqu'on fait la micro-TZ, elle est positive dans 19% des cas, et surtout lorsqu'on a sur la première anapate un arrêt de la maturation tardive, un peu moins pour les arrêts de la maturation précoce, un peu moins pour les sertolicelles en lit. Et l'avantage de cette étude, même si elle compte peu de patients, c'est qu'il y a eu quand même un petit bras contrôle. 20 patients ne reçoivent aucune stimulation. Tous les patients ont une deuxième micro-TZ négative. Donc on a l'impression qu'il y a quelque chose à creuser là-dedans. Et pour l'instant, ça n'est pas evidence-based, mais je pense que la science avance aussi en récusant des idées anciennes. Et je pense que quand on aura tous inclus un grand nombre de patients comme cela, des protocoles de stimulation se mettront certainement spontanément en place. Dernier petit paragraphe que je vous présente sous forme de cas clinique. Si la stimulation marche, pourquoi ne pas stimuler tout le monde finalement? Et encore une fois, la question mériterait d'être posée. Alors il s'appelle Ramzi, il a 30 ans, il a une azo confirmée sur 5 spermogrammes, et j'insiste sur ceci, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, examen clinique normal, bilan normal, hormones normales, karyotype, tout ce que vous voulez normal. Je pars du principe que ce patient a probablement un arrêt de la maturation et je lui propose une biopsie, n'ayant pas pu retrouver aucun spermatozoïde sur les différents spermogrammes. Mais le couple ne veut pas de PMA, c'est un couple jeune. Et donc, je me dis, dans l'attente, je vais essayer de traiter les facteurs de risque que je pourrais avoir pour améliorer sa fonction spermatique, mais malheureusement, il n'en a pas. Pas de varicocèle, pas d'obésité, pas de tabac, rien du tout. Et je l'ai mis sous Serpafar microdosé pendant 6 mois de manière totalement empirique, histoire de ne pas attendre sans rien proposer. Voilà, tout simplement. Et il se passe 1 an. Au bout d'1 an, le patient est toujours à zoosperme et demande une PMA. Donc, je lui fais sa biopsie. Du côté droit, il y a un aspect très homogène, donc je prends 20 microbiopsies et en extempo de biologie, on me confirme aspect homogène. Donc là, je me dis, si je vais prélever l'autre côté, je risque d'avoir le même résultat, et avec 2 biopsies négatives comme ça, ça va être très difficile de le reprendre. Donc le patient étant sous rachis, je lui propose d'arrêter. Et je pars de cette étude qui montre, vous voyez la colonne du milieu, lorsque l'aspect est hétérogène dans la pulpe, on peut arriver jusqu'à 60% de positivité. Lorsque l'aspect est homogène, comme c'est le cas pour lui, c'est la deuxième colonne, à 15% seulement, donc 85% d'échec. C'est ça que ça veut dire. Donc on décide d'arrêter. Je demande à la doctoresse Selim de me donner son avis. Et donc on décide en pérope d'arrêter la biopsie. On fait une anapate et on propose une stimulation hormonale au patient. Je m'attendais à une anapate un peu plus sympathique. C'est un arrêt de la maturation. Déjà, ce n'est pas un sertolicelle en lit, mais c'est un arrêt de la maturation précoce. Mais bon, c'est un peu tard. De toute façon, comme on dit, le vin est tiré, il faut le boire. Donc je lui propose une stimulation. Et vous voyez que ça amène la testo à des zones un peu supraphysiologiques. Il est à 8 nanogrammes par millilitre. Et quelques mois plus tard, 4 mois plus tard, spermogramme. Et vous voyez 2 spermatozoïdes, dont un mobile sur place. Bon. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce patient, si je ne lui avais pas fait la première biopsie, mais si je l'avais simplement stimulé, j'aurais également obtenu ce résultat. Donc je réponds à la question, faut-il stimuler tout le monde? Peut-être. On ne peut pas généraliser à partir d'un cas, naturellement. Mais en tout cas, maintenant, c'est intéressant parce que pour reprendre le second côté, on sait au moins qu'il y a maintenant des zones de spermatogenèse conservées ou produites de novo, si je puis dire, et il faudra vraiment essayer de les pister. Et pour cela, il faut naturellement, encore une fois, avoir recours à un procédé de magnification. Et je termine sur cette petite image amusante. C'était cet été, j'étais à, je ne sais plus, Balka, je crois,
je fais une promenade, je sens que quelque chose bouge à mes pieds. Donc je regarde et je ne vois rien. Je ne parviens pas à identifier ce qui a bougé. Donc je prends la photo, la voici, et sur l'écran de mon téléphone portable, je me mets en zoom x6 comme des loupes et je m'amuse à faire une micro-dissection sur écran de téléphone portable. Et je tombe au bout d'un moment sur ceci. Et vous voyez ce qui a bougé. Gérard Azraïra, qu'on ne voit pas. On ne voit pas parce que c'est ton sur ton, mais cette image amusante, c'est pour vous montrer que en fait, les loupes x6, en dépit de leur caractère relativement faible, donnent en réalité accès à une dimension qui est interdite à l'œil humain, et donc je conseille vraiment d'avoir recours à cet artifice. Et en conclusion, je dirais, et ça c'est ce qui est dans la littérature, microthesy can seek sperm, la microthésée peut rechercher des spermatozoïdes, notamment avec un procédé de magnification, but not make sperm. Donc la microthésée ne peut pas fabriquer des spermatozoïdes, et je pense qu'il y a donc une place pour la stimulation, et à nous maintenant d'essayer d'en montrer la place. Je vous remercie. Dr. Boukou, you were brilliant, excellent. Et, bon, Sajina. Je vous remercie, Amine, pour cette excellente communication. J'ai un commentaire, en fait. Le clomide, il est efficace lorsqu'il s'agit d'une obésité. Chez les obèses, il a donné des résultats. Mais chez l'autre, les anti-aromatases, moi, je n'ai jamais réussi à faire ce rapport testo sur estradiol à Ferrera 10. On a fait tout le calcul, je n'ai pas réussi à le trouver. Hein. Moi, je vous dis ça parce que on voit dans la bibliographie inférieure à 10 et tout ça, on a fait tout le calcul, les nanogrammes, les picogrammes, tout ce que vous voulez. Hein. Mais je n'ai pas arrivé à le faire. Bon, les anti-aromatases, avant de faire de la biopsie, les anti-aromatases, c'est 3 à 4 mois de traitement et on va vérifier la testo, est-ce qu'elle a grimpé ou non. Sinon, ce n'est pas la peine d'aller faire la biopsie, il ne faut pas programmer la biopsie. Non seulement on vérifie la testo, mais on vérifie le spermogramme aussi. Ça, oui. Je ne l'ai pas dit, mais ça tombe sous le sens. Oui. Alors, le HCG, c'est pour faire la différence entre la périphérique et la centrale. Parce que si la testo reprend, si on donne le HCG, et au bout de 6 jours, la testo elle a grimpé, on est d'accord qu'on peut aller à faire travailler, à faire la biopsie et tout ça. Mais si, parce que lorsque vous avez montré, vous êtes basé sur le gonado. Vous n'êtes pas basé sur la testo. Et le HCG, c'est la testo. On va doser la testo. Oui. C'est au bout de 6 jours, elle va augmenter cette testo. Et là, on est d'accord qu'il s'agit d'un problème. Et non pas testiculaire, parce que la cellule, elle répond, il y a la testo. Et on peut continuer à stimuler pendant je ne sais pas combien de temps, à stimuler. Et là, on a espoir à faire la biopsie et à trouver des spermatozoïdes. Voilà. Tout à fait. Merci, Amine. Toujours un plaisir de t'écouter. Alors, ma question, c'est par rapport à la sécurité. Est-ce qu'il y a des données fiables pour dire aux hommes qu'ils peuvent prendre de l'ACG ou du clomide sur le long terme comme ça, avec une sécurité sur les années à venir? Oui, c'est la question, mais en pratique, nous sommes cliniciens et nous voyons que, hormis quelques complications très basiques du type gynécomastie pour la CG ou autre, c'est très bien toléré. Et en tout cas, je pense qu'on peut déduire du groupe hypo-hypo qu'on a le droit de le faire, parce que les hypo-hypo, parfois on les stimule jusqu'à 2 ans, et ça, c'est reconnu dans la littérature. Donc, je pense que si on accepte cela... Pas de risque cancérigène. Non. Et par rapport à la gynécomastie, qui est quand même assez fréquente, est très embêtante pour un homme à qui on a vendu plus de testo, se retrouver avec des seins, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis prêt à me retrouver avec des seins si je peux me retrouver avec un enfant aussi. Tu pourras allaiter, bon, très bien. Et je suis prêt aussi à avoir un rapport toutes les 6 heures, toutes les 12 heures, pardon. Amine, j'ai une question à propos du traitement létrozole. Certainement, tu sais qu'il est responsable de quelques cas de faiblesse sexuelle. Dans ce cas, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu arrêtes le traitement? Est-ce que tu le continues? Parce que les hommes sont vraiment gênés. J'essaie d'analyser le pourquoi de cette dysfonction érectile qui, de toute façon, est présente en PMA, nous le savons.
Nous le savons d'ailleurs, et toi en tant que gynécologue, tu le sais d'autant mieux que parfois tu es obligé de demander une biopsie testiculaire pour un patient qui ne peut pas prélever alors que normalement il n'a absolument aucun problème. Donc là encore, je ne suis pas sûr qu'il y ait obligatoirement une relation de causalité avec le létrozole. Je pense qu'il y a tout un ensemble de choses. Et je pose la question à mes patients, justement, lorsque je les traite, est-ce que vous avez de temps en temps des pannes sexuelles? Est-ce que vous êtes diabétique, etc. J'essaie de définir un groupe de mauvais pronostics, si je puis dire, qui puisse répondre qui puisse, je veux dire, initier cette dysfonction érectile et en amont essayer de lui donner un traitement préventif, si je puis dire. Docteur Mahjoub. Merci Emine, c'est toujours un plaisir de t'écouter. Donc, excellente communication. Je voulais te poser par rapport aux Klinefelter. Les Klinefelter, on sait très bien qu'on est pris entre le marteau et l'enclume. D'une part, ils ont des petits testicules. Leur faire monter la testostérone, c'est pas facile. Et des fois, on reste à les stimuler, et on n'arrive pas à faire monter cette testostérone. Et d'autre part, on a la limite qui... Oui. Donc, y a-t-il un moment où tu dis, bon, c'est bon, je dois y aller, il faut aller biopsier? Alors voilà, il n'y a pas dans la littérature de comparaison entre est-ce qu'il vaut mieux perdre 6 mois de stimulation pour avoir une testo plus haute, et en sachant qu'en 6 mois, je vais aussi, à l'inverse, avoir plus de fibrose. Je pense qu'on n'est pas franchement à 3 ou 6 mois près, je pense. Et si on peut obtenir une testo comme pour le cas que j'ai montré tout à l'heure, qui monte jusqu'à 5 ou à 6, je pense que ça compense le fait d'avoir attendu un peu plus. Mais la vraie réponse, c'est en fait d'essayer de choper ces patients en étant plus jeunes. Et là, il y a un travail à faire avec nos collègues endocrinos. Et vous savez que chez les patients, maintenant aux États-Unis, on part du principe que si on fait le diagnostic de Klinefelter, ce qui n'est pas obligatoirement évident, c'est à partir de 20 ans qu'il faut les biopsier. Pas avant 20 ans, mais à partir de 20 ans. Donc les équipes annoncent à ce moment-là entre 60 et 65% de positivité, en sachant que certaines équipes parlent d'un problème éthique, comment faire une biopsie chez quelqu'un qui n'a absolument pas de désir d'enfant, voilà. Mais si on explique bien aux patients que ses testicules vont se fibroser avec l'âge, je pense que ça passe. Je pense que c'est pas illogique. C'est à prendre. C'est à prendre. Merci. Avant de prescrire un anti-estrogène tel que le clomide, le serpafar, etc., ne faut-il pas avoir une idée sur le taux plasmatique de l'estradiol 17-bêta? Parce qu'il s'agit d'un anti-estrogène, et un anti-estrogène ne peut agir efficacement que s'il y a des estrogènes suffisamment. Un taux inférieur à 30 picogrammes par millilitre ne permet pas un effet des anti-estrogènes. Tout à fait, c'est pour ça qu'il y a cette affaire de balance entre testo et estradiol, mais l'estradiol fait pour moi partie des hormones que je dose de toute façon, et de toute façon, oui. Avec Alish, notre ami, tout à l'heure, il nous dit que chez les obèses, il y a une meilleure réponse, oui, parce que l'obésité constitue une glande de fabrication de l'estrogène à partir de l'aromatisation des androgènes. Bien sûr, que permet l'obésité, justement. Tout à fait. Tous touche à sa fin. Et on va...